Gardez-le pour la salle, celui-là, éventuellement, s'il y a des questions. Parce que celui-là, il est bon, il marche. Ouais. Bah oui, d'accord. Bah, faites-le avec celui-là, c'est pas grave. Non, c'est bon. Ok, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux ce soir. Alors, très heureux de recevoir Pierre Conessa. Pierre Conessa, vous êtes né en 1948 en Algérie. Vous êtes agrégé d'histoire, ancien élève de l'ENA, ancien haut fonctionnaire de la Défense, où vous avez été directeur adjoint de la délégation des affaires stratégiques. Vous avez travaillé dans l'intelligence stratégique et en étant notamment président de la société OMID, une entreprise spécialisée en intelligence économique. Vous venez ce soir nous parler des radicalismes religieux, c'est le sujet de votre livre. Et avant ça, je profite d'avoir le micro pour parler d'un autre livre auquel le vôtre m'a fait penser. C'est Régis Debray qui a sorti en 2018 L'Angle mort, dans lequel il aborde la question de la mort donc, et de ce qui peut pousser à un attentat suicide. C'est un livre qui part du constat selon lequel le rapport du 11 septembre écrit par le Congrès aborde sans problème la question du comment est-ce que cet attentat a pu avoir lieu, mais jamais la question du pourquoi. Ce qui fait que la mort est envisagée comme une porte de sortie uniquement et pas comme une porte d'entrée, alors que c'est essentiel dans le cas des attentats et du radicalisme. Régis Debray, donc, dans son livre, parle essentiellement des attentats djihadistes, et c'est justement là que se trouve l'intérêt du vôtre, puisque vous proposez une vision plus élargie de cette question. Et vous vous penchez sur l'islam, bien sûr, mais aussi sur l'hindouisme, le judaïsme, le néo-évangélisme américain et même le bouddhisme. Vous allez aussi aborder la question de la diplomatie saoudienne, et c'est le sujet de votre dernier livre, Le lobby saoudien en France, comment vendre un pays invendable. C'est un travail collectif mené avec Sophia Farad, chercheuse en relations internationales, Awes Seniger, spécialiste en rapport entre islam et politique, et Régis Soubrouillard, journaliste. Un livre qui peut être un complément du précédent ou tout simplement un complément de cette conférence. On part donc sur environ 1 heure d'exposé et 1 heure de questions-réponses en fonction des besoins et des questions qui seront aussi posées sur Internet, puisqu'on est diffusé en même temps sur YouTube. Et un petit moment de rencontre à la fin pour une séance de dédicace. Voilà, merci Pierre Conessa d'être là et je vous laisse la parole. Merci de cette invitation. Je suis toujours très heureux de revenir à la génération qui est la vôtre. Parce que moi, je suis un vieux con maintenant, donc si vous voulez, je peux parler en toute tranquillité. Je reviens un peu, je vais me faire un peu de pub. Le premier bouquin que j'ai écrit, c'est un guide du paradis. Parce que je suis parti du constat que depuis que les hommes se tapaient dessus pour expliquer qu'ils avaient le Dieu unique et miséricordieux, si vous voulez, il fallait bien conclure qu'il y avait match nul. Bon. Et comme effectivement des gens se massacraient, qui s'envoyaient mutuellement en enfer ou en paradis, je me suis dit, puisqu'il y en a plusieurs des dieux uniques, donc ça explique pourquoi il y a plusieurs paradis. Vous avez remarqué que chacun le décrit différemment. Si vous regardez le paradis chrétien, si vous regardez les représentations qu'en ont fait, là, par exemple, les peintures de la Renaissance ou du Moyen-Âge, la Renaissance des morts, si vous voulez, vous avez l'impression que c'est des endives. Ils sont tous dans des tenues blanches. On ne peut pas dire qu'on rigole dans le paradis chrétien. Si vous regardez le paradis musulman, vous savez qu'on vous promet 40 vierges. C'est difficile de les satisfaire, mais enfin, comme ce sont des femmes qui sont perpétuellement vierges, si vous voulez, le slogan publicitaire est quand même plus convaincant que d'autres formes de paradis. Et donc j'ai écrit ça comme un guide de voyage, c'est-à-dire plutôt que de bêtement hériter de la religion de vos parents, renseignez-vous sur l'endroit où vous passerez probablement toute la vie éternelle, c'est-à-dire choisissez le paradis qui correspond le mieux à vos besoins, à vos compétences et à vos envies. Voilà. Donc je vous le signale parce que celui-là, il en est à sa 4e édition, donc il faut croire que finalement mon argumentaire a convaincu. Bref, donc je suis là pour vous parler d'un phénomène que je trouve important pour votre génération. Vous savez que dans la décennie 80-90, tout le monde parle du retour du religieux, ce qui est vrai, effectivement, et en particulier, le point de départ, c'est quand même la révolution iranienne. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le fait qu'au-delà du retour du religieux, il y a surtout une poussée des radicalismes. Qu'est-ce qui fait la différence entre le radicalisme, si vous voulez, la pratique intégriste de la religion? C'est que le radicalisme légitime la violence. Et c'est ça qui m'a intéressé, parce que, évidemment, les argumentaires sont toujours des argumentaires théologiques, mais évidemment avec des ancrages différents. Simplement, la conclusion est la même. C'est-à-dire, quand vous êtes massacré par des bombardements à 5000 mètres d'altitude parce que des néo-évangéliques américains ont convaincu qu'il fallait aller faire la guerre en Irak, ça ne fait pas une très grosse différence par rapport à des victimes d'attentats terroristes sur le territoire français. Encore une fois, c'est la motivation théologique des conflits qui m'a intéressé. Alors, ne tenez pas compte du fait que c'est Buck, parce qu'en fait, j'avais fait la version
Poitiers ce matin, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris en compte. Alors, chez les radicalismes dont je vais vous parler, c'est évidemment... ah non, ils ne vont pas me faire refaire le coup, ça ne va pas. C'est évidemment des radicalismes qui sont connus, donc le radicalisme salafiste, on le connaît tous, puisque évidemment c'est celui que nous subissons directement, ça va s'effacer au bout d'un certain temps. Mais j'y ai ajouté évidemment les néo-évangéliques américains. Les néo-évangéliques américains, c'est une très forte poussée, si vous voulez, qui pèse sur la vie politique américaine, et donc qui a expliqué, pour des raisons théologiques, pourquoi il fallait envahir l'Irak, parce que rappelez-vous quand même cet extraordinaire tour de passe-passe que fait George Bush après les attentats du 11 septembre, dans son discours sur l'état de l'Union en 2001, c'est pas possible, on a les dieux sont contre nous. Il explique que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Bon. Alors qu'il n'y avait qu'un Saoudien sur 19 dans les équipes terroristes. Bon. Vous imaginez la tête des Nord-Coréens de considérer qu'ils étaient les axes du mal et qu'ils avaient une responsabilité dans les attentats du 11 septembre. Donc ce tour de passe-passe, pourquoi est-ce qu'il s'explique? Il s'explique en particulier par la conjonction de la poussée des néo-évangéliques américains. Et rappelez-vous, je vous le dirai, que Bush se qualifiait lui-même de Reborn Christian, comme Ben Laden se qualifiait lui-même de Reborn Muslim. Et ça, on va y revenir, c'est une pratique... C'est une caractéristique des pratiques intégristes. Donc vous avez évidemment les salafistes djihadistes, vous avez les juifs intégristes dans les territoires occupés qui se comportent avec autant de violence à l'égard des Palestiniens que d'autres intégristes. Et puis, alors on a longtemps expliqué ce radicalisme par le fait que c'était une caractéristique des religions monothéistes, ce qui n'est pas vrai. Puisqu'en fait, vous l'avez aujourd'hui, qui vient de rejoindre le club, les hindouistes radicaux depuis l'élection de Modi en Inde, patron du BJP, et puis les bouddhistes radicaux qui massacrent du musulman en Birmanie, en Myanmar, puisqu'il y a aujourd'hui entre 750 000 et 800 000 Rohingyas, c'est-à-dire des musulmans birmans qui sont chassés et qui sont réfugiés dans des camps inondables à la limite du Bangladesh. Bon. Donc en fait, tous ont des motivations religieuses pour légitimer la violence. Alors, mon point de vue, c'est que la violence, il n'y a pas une mauvaise violence, il y a une bonne violence. C'est ça le point important, parce qu'encore une fois, la violence terroriste est une violence de minorité. Et il y a des violences terroristes qu'on a légitimées. Par exemple, quand vous expliquez que les Ouïghours sont opprimés par les Chinois et qu'on est en pleine campagne de lutte contre le terrorisme, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Est-ce qu'ils sont tous les deux méchants ou est-ce qu'il faut considérer qu'il y a du bon terrorisme? Moi, mon sentiment, encore une fois, c'est que c'est la légitimation de la violence qui m'intéresse. Et donc, peu importe les formes, peu importe les lois. Je vous citerai des exemples de lois racistes qui ont été adoptées par exemple en Inde, qui pourraient vous stupéfier tellement elles sont extraordinaires. Alors, le postulat de tous ces radicalismes, c'est un peuple, une foi, une terre. Parce que un des principes de tous ces radicalismes religieux, c'est l'épuration ethnique. C'est-à-dire ces minorités n'ont rien à faire sur le territoire qui nous a été donné par Dieu. Et donc, vous avez toujours une... Alors, la conception de la géopolitique, je vous en montrerai des cartes, vous verrez qu'effectivement, ça promet à votre génération quelques problèmes difficiles à résoudre. Alors, les bases idéologiques communes, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le mouvement de radicalisation, dans toutes ces aires religieuses dont je vous parle, sont à peu près concomitantes, c'est-à-dire deuxième moitié du 19e siècle, début du 20e. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour vous prendre le cas de l'Inde, en Inde, vous avez un type qui s'appelle Savarkar, qui va définir ce qu'il appelle l'Hindutva, c'est-à-dire, en fait, l'Inde est le pays des hindouistes. Point. Voilà, c'est fini, il n'y a pas d'autre minorité possible. Chez les évangéliques, vous avez ce qu'on appelle les réveils d'Azusa Street, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis sont en train d'être peuplés par des gens qui sont les ennemis, c'est-à-dire les catholiques. Rappelez-vous quand même que les pères fondateurs sont des protestants pourchassés par les guerres de religion et qui vont trouver dans la terre promise aux États-Unis, donc quelque chose qu'ils vont assimiler à l'idée du protestantisme. Et quand arrivent au XIXe siècle en particulier des Italiens, des Espagnols, etc., c'est-à-dire des gens qui étaient des catholiques, qui donc dans la mentalité protestante américaine sont des méchants, des mauvais. Bon. Il va y avoir ce qu'ils appellent le réveil, c'est-à-dire il faut réidentifier cette société au protestantisme, ce qu'on appelle les évangéliques, pas les évangélistes, les évangéliques. Bon, vous avez un bouddhiste aussi, pareil, qui vous définit ce que c'est que le bouddhisme de combat, c'est-à-dire qu'effectivement, le bouddhisme de combat, c'est récupérer des terres qui étaient traditionnellement bouddhistes, ça on reviendra quand je vous montrerai des cartes. Pareil chez les juifs radicaux, vous avez l'idée qu'effectivement,
la terre d'Israël est la terre donnée par Dieu, donc il n'y a pas à légitimer une occupation autre que celle-là. La question est évidemment la définition de la carte. Et puis les frères musulmans, bon, ceux-là, ils ont une certaine publicité, ils ont eu un certain succès, mais vous avez les deux côtés des frères musulmans, c'est-à-dire vous avez Hassan al-Banna qui définit, si vous voulez, la philosophie de cette confrérie, mais vous avez Saïd Qutb, il manque un S là, qui lui va définir le rapport à la violence, c'est-à-dire la légitimité violente du comportement. Alors, ça part d'un postulat qui est toujours le même, c'est-à-dire on reconstruit le passé. On reconstruit le passé. Alors, le postulat de base, évidemment, c'est le rapport, sur la nature incréée du texte fondateur, c'est-à-dire le texte étant directement venu de Dieu, on ne peut pas y toucher. Alors, évidemment, le texte fondateur, ça va évidemment poser des problèmes. Vous savez que, dans le bouddhisme, si vous voulez, le texte fondateur, ça fait 10 000 pages, donc ça peut laisser place à quelques interprétations. Mais même si vous prenez la Bible chrétienne, la Bible juive, vous avez évidemment des paragraphes ou des chapitres qui manquent. Et quand vous avez dans le Coran les hadiths, c'est-à-dire qui sont dits les dits du prophète, ces dits du prophète, le principe qui sont quasiment, ces dits du prophète qui sont considérés comme, pour certains radicaux, comme partie intégrante du Coran, ce sont des souvenirs que des proches du prophète auraient mis en forme dans les générations qui ont suivi, en particulier dans les deux premiers califes. Bon, quand j'en parle avec des copains gendarmes, ils me disent, tu sais, en général, le témoignage humain, c'est ce qu'on prend en dernier quand on fait une enquête policière, évidemment, parce que vous savez très bien que le témoignage humain, c'est par nature très volatile, et qu'en plus, quand on est dans une période de guerre comme qu'a connu l'islam après la disparition du prophète, vous imaginez comment un même texte va être interprété. Donc, vous avez évidemment ce rapport avec la nature incréée du texte qui, donc, va vous permettre de construire une espèce de légitimité qui va être continuellement répétée. Bon. Et donc, surtout, fermant la porte à toute modernisation. C'est ça le postulat de toutes ces idéologies radicales. Alors, qu'est-ce qu'on en constate? D'abord, la contestation de la science. Ça, c'est, vous savez, la thèse du créationnisme. C'est très répandu chez les évangéliques américains. C'est-à-dire qu'il y a, de toute façon, au-delà de Darwin, il y aurait une intervention divine, si vous voulez, qui explique que le singe soit devenu homme. Je ne sais pas si on y a gagné, mais enfin, en tout cas, l'intervention divine, pour les évangéliques, ça détruirait, si vous voulez, l'origine simiesque de l'homme. Mais on le retrouve évidemment aussi dans les vaccins. Beaucoup des foyers de propagation du Covid sont nés, si vous voulez, de réunions religieuses qui disaient, mais de toute façon, on est protégé par Dieu. Et évidemment, donc, tout ça part d'un temps béni des origines. Vous savez que, par exemple, pour les salafistes, le terme de salaf, c'est les compagnons du prophète. Et donc, qui seraient les seuls, ce qu'ils appellent les salafs bien guidés, donc c'est les 5 premiers califes. Bon, il y en a 3 qui sont morts de mort violente et tués par leurs camarades. Donc, c'est pas exactement ce que j'appellerais une époque bénie, mais enfin, c'est pas grave. Tout ça, encore une fois, il ne faut pas être un mécréant, ce que je suis. Et donc, vous avez effectivement cette espèce de répétition d'une mythologie qui serait une espèce d'époque bénie à laquelle il faut revenir. Donc, après, on réécrit l'histoire autour de cette victimisation, puisqu'entre l'époque bénie et aujourd'hui, il y a eu évidemment des dégradations, des massacres, etc., etc. Et surtout, il y a une lecture théologique de tous les événements passés, c'est-à-dire tout doit s'expliquer par la volonté divine. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique de pratique commune? D'abord, la conversion au radicalisme est une renaissance. C'est ce qu'on disait de Ben Laden, qui disait lui-même qu'il était un reborn muslim, c'est-à-dire qu'il avait redécouvert l'islam et il s'était donc converti. Et pareil chez George Bush, quand c'était son petit camarade de jeu, qui, après un certain nombre de vies un peu dissolues, il était un peu ivrogne, etc., redécouvre la religion et qui va donc se qualifier de reborn Christian. Et vous avez en haut à droite, si vous voulez, d'accord, un moment où il faisait la prière commune dans une réunion au sommet à la Maison-Blanche. Bon. Vous avez donc Ben Laden, il est connu, et puis celui qui est en bas, c'est un de ces radicaux juifs dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, je n'ai pas de mémoire, mais qui sont pareils à considérer que de toute façon, le grand Israël est la promesse donnée par Dieu, etc., avec toutes les conséquences en termes d'expulsion, de massacre, etc. Alors bon, vous savez, Zemmour, c'est un amateur à côté des radicaux, un peu contre les femmes, c'est-à-dire que le discours des radicaux sur les femmes est beaucoup plus, radical, c'est le cas de le dire, et contre l'avortement, contre l'homosexualité. Bon, vous savez qu'en Arabie Saoudite, ils se posent des questions parce qu'ils disent
bon, quand il y a un acte homosexuel, est-ce qu'il faut condamner les deux de la même manière? Est-ce que c'est celui qui pénètre ou c'est celui qui est pénétré qui est le plus responsable? Vous voyez, donc il y a quand même des débats théologiques qui sont assez intéressants à suivre, parce que évidemment la peine ne serait pas la même, paraît-il, pour les deux. L'enseignement des enfants, ben, c'est qu'il faut leur apprendre tout de suite à détester l'autre, ça c'est le plus important. Alors, pardon, j'ai sauté un point qui paraît très important, c'est-à-dire que ces pratiques religieuses sont des pratiques sans hiérarchie. C'est-à-dire que ce sont, chez les évangéliques américains, si vous voulez, tout le monde a le droit d'être téléprédicateur, comme si vous voulez chez les sunnites radicaux, chez les salafistes, tout le monde a le droit d'être prédicateur, puisque chacun prétend qu'il pratique mieux le texte sacré que l'autre. Et donc, l'ouverture que fournit Internet est absolument extraordinaire, puisque je regardais, je n'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, vous avez des téléprédicateurs saoudiens qui sont les 5e, 6e ou 4e comptes Twitter de la planète. Donc ça vous donne une idée de l'influence que ça peut avoir, parce qu'encore une fois, Internet permet de poser des questions à des gens qui sont à distance pour être sûr d'être le bon pratiquant, par exemple. Bon. Donc, dans cette pratique de l'adhésion au radicalisme, il y a évidemment la rupture avec l'ordre ancien, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de compromission. Il faut évidemment faire du prosélytisme, évidemment fermer le champ politique à l'autre, c'est-à-dire, par nature, le radicalisme est l'antithèse de la politique, c'est-à-dire l'autre n'a pas de statut dans le radicalisme. C'est un ennemi, c'est quelqu'un à exterminer, c'est quelqu'un à faire disparaître, peu importe le terme, je vous en citerai un certain nombre, mais c'est toujours, ça ferme le champ politique. Bon. Et donc ça, c'est évidemment le contraire de ce qu'on pourrait imaginer en termes de démocratie. Alors, bon, cela dit, le discours sur la religion de paix et d'amour, quand on regarde l'histoire, si vous voulez, c'est match nul quand même, parce que il y a un certain nombre de sourates dans le Coran qui sont purement et simplement de l'appel à l'extermination, et même si après vous en refaites une explication en disant non, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut la lire, tuer les associateurs, comme le disait le prophète, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas d'accord ou qui associaient, si vous voulez, la religion musulmane à d'autres pratiques, et donc capturez-les, tuez-le, je veux dire, le truc n'a aucun problème d'interprétation. Pareil pour l'Église catholique. Quand saint Augustin disait « l'Église persécute par amour et les autres par haine », il faut l'inventer quand même, hein, c'est fort comme phrase. Alors, quand on vous tue par amour, je veux dire, ça vous fait plaisir de savoir que vous êtes tué sans haine. Bon, sur les textes moins connus, si vous voulez, il y en a un qui m'a beaucoup frappé, par exemple, chez les bouddhistes, c'est le fait que Bouddha lui-même n'a jamais pratiqué, comme Jésus non-même n'a jamais pratiqué, mais tout ce qui a succédé, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure quand vous regarderez les cartes, si vous voulez, il y a eu, même au Tibet, des moines qu'on appelait les moines Bop-Bop, qui étaient des moines guerriers. On connaît aussi les moines Shaolin en Chine, on a eu les moines Shohei au Japon, qui étaient donc des militants bellicistes. Et les moines Bop-Bop étaient chargés de défendre le monastère contre les autres monastères parce qu'il y avait un problème de captation de la ressource fiscale. Et donc on n'est pas du tout, si vous voulez, sur une pratique de la religion qui est celle qu'on voit nous sur le dimanche quand il y a l'heure du Seigneur, si vous voulez, c'est pas du tout Mathieu Ricard et le Dalai Lama. Bon. Mais ce passé-là, qui aujourd'hui trouve application en Birmanie, c'est une réalité. Alors, je ne vous fais pas les historiques, mais enfin, tous les grands textes, si vous voulez, l'Ancien Testament est une série de massacres à n'en plus finir. Quand Dieu donne le mandat d'occuper la terre d'Israël, il faut reconnaître que, si vous voulez, dans l'ensemble, ça a été une longue guerre avec entrecoupée par beaucoup de massacres. Donc, laissons tomber la religion de paix et d'amour, ça n'est pas vrai. Alors, ces téléprédicateurs qui sont le phénomène sociologique le plus intéressant, c'est donc encore une fois cette espèce de capacité d'individus qui vont s'appuyer sur des textes sacrés, avec une capacité de diffusion qu'évidemment Internet autorise de manière beaucoup plus importante que n'importe quel système de communication jusque-là. Et comme ce sont des gens qui ne sont intéressés que par l'avenir et qui ne sont pas intéressés par la vie sur Terre, je vous ai mis la fortune d'un certain nombre de téléprédicateurs américains à gauche, recensés par le magazine Fortune, parce que, après tout, puisqu'on est là pour un certain temps, même si l'avenir est dans le paradis, c'est bien de vivre correctement sur place. Et donc là, vous avez à peu près les fortunes d'un certain nombre de ces téléprédicateurs américains, là, dans la colonne de gauche. Mais pareil, c'est pas du tout réservé aux téléprédicateurs évangéliques. Là, vous avez un moine bouddhiste, encore une fois, vous voyez, ce bravo homme, il a sa tenue safran et tout, on sent que c'est un moine, mais enfin, il est dans son avion privé.
Et il a effectivement un sac Louis Vuitton, donc quand même, je veux dire, l'individu a quelques pratiques sur Terre. Parce qu'en fait, il a fui aux États-Unis, où il avait été accusé d'avoir violé un mineur et de voler des donateurs qu'il avait donnés pour construire la plus grande image du Bouddha au monde. Bon, ça rassure de savoir que quand même ces individus supérieurs ont quand même quelques caractéristiques humaines. Alors, les télécoranistes, si vous voulez, sont plus discrets sur leur fortune, parce que là, on n'a pas pu reconstituer l'étendue de leur avoir, mais quand même, aujourd'hui, c'est une espèce d'émission phare sur les chaînes satellitaires islamistes. Et donc, pendant le mois du Ramadan, vous avez effectivement des choses qui sont étonnantes, si vous voulez, et cette capacité d'influence pour le... C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile, parce qu'ils sont payés au moment du Ramadan pour venir faire des prestations sur les chaînes satellitaires. Alors voilà, par exemple, j'en ai mis quelques exemples. Celui-là, Am Khaled, ancien comptable devenu télécoraniste, c'est le plus célèbre, lancé en 1998, son premier talk show télévisé sur une chaîne saoudienne. Bon, aujourd'hui, il est installé à Londres, parce qu'il anime de très nombreuses émissions où il appelle les musulmans à sortir de la pauvreté. Évidemment, il est le premier à pratiquer, affirmant qu'un bon musulman est un musulman riche. Vous voyez qu'on est tout à fait dans un discours qui n'est pas le discours du paupérisme. Donc, selon Forbes, eux estiment que son revenu est aux alentours de 1,7 million d'euros par an et sa fortune de 2,5 millions de dollars. Bon, voilà. Donc, vous avez Al-Qaradawi, qui lui est beaucoup plus connu parce qu'il a été invité plusieurs fois en France à l'occasion justement du séminaire du Bourget, si vous voulez, qui est président de l'Union internationale des savants musulmans, qui, chaque dimanche, a une émission, encore une fois, La charia et la vie. Il fait 10 millions de téléspectateurs. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le licite et l'illicite dans l'islam ». Pourquoi je cite cet exemple sur ce bouquin? Parce que vous êtes tout à fait dans l'idéologie totalitaire, c'est-à-dire vous avez un chef qui vous dit « ça c'est autorisé, ça c'est interdit ». Il n'y a pas de libre arbitre du pratiquant. Vous avez besoin d'un guide, et c'est ça qui fait leur succès, pour que vous soyez considéré comme un bon praticien. Alors là, vous avez effectivement... là, vous avez l'exemple que je vous disais à propos de la... C'est tiré du bouquin de Qaradawi sur le licite et l'illicite en islam, c'est comment punir les homosexuels. Question théologique absolument essentielle quand même. Alors il y a des pratiques assez différentes parce que par exemple chez les talibans, ils renversaient un mur avec un bulldozer sur des homosexuels. Vous voyez, donc c'est des pratiques qui sont plus liées à l'Afghanistan. C'est vrai qu'après 30 ans de guerre, il devait rester pas mal de ruines dans lesquelles il était facile de faire avancer un bulldozer pour tuer un type. Ou, pareil, on se posait la question de savoir est-ce qu'il faut le tuer avec un sabre ou est-ce qu'au contraire, il faut le tuer par le feu pour la purification, etc. Donc, tout ça est en processus d'épuration, c'est-à-dire que l'homosexuel est en par nature une espèce de perverti qu'il faut faire disparaître. C'est Qaradawi, celui qui a été invité plusieurs fois au Bourget, jusqu'à ce que Sarkozy l'interdise d'entrer. Donc, il n'y a pas de dialogue possible, encore une fois. Et puis, pareil, le Bhagavad Gita, rappelez-vous, c'est le principe de sacrifice des veuves. Quand le mari disparaît, la veuve n'a pas de raison de rester, donc, sinon elle serait impure. Et donc, on l'a fait brûler. Ça va, c'est bon ou pas? Alors, l'autre, ça c'est très important, si vous voulez. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un système binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition entre le pratiquant radical, si vous voulez, et celui qui va être considéré comme l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre n'est pas automatiquement le mécréant. Il y a toute une gradation. L'autre, c'est d'abord l'hypocrite. Vous savez, Ben Laden utilisait beaucoup ce terme-là. C'est-à-dire l'hypocrite, c'est le mauvais musulman. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Ben Laden? Ça veut dire les chiites, ça veut dire les alaouites, ça veut dire tous ceux qui, si vous voulez, ne pratiquent pas l'islam version Ben Laden, disons version salafiste saoudienne. Alors, là, par exemple, en haut à droite, vous avez une affiche bouddhiste, hindouiste, pardon, si vous voulez, très simple. Vous avez la vache sacrée au milieu, puis vous avez deux kalachnikovs qui encadrent la vache sacrée. C'est un message qui prête peu à interprétation. Là, vous avez l'image d'un bouddhiste, encore une fois, les moines. Les moines bouddhistes sont le fer de lance de ce radicalisme et donc qui essayent un fusil à lunettes. En bas à gauche, un téléprédicateur saoudien, on en reparlera si vous voulez. Mais alors, j'ai mis la photo de Colin Powell ici parce que toutes les religions, tous ces radicalismes, si vous voulez, considèrent que le mensonge, s'il est pratiqué pour la propagation de la foi, est légitime. Alors, vous savez, on parle beaucoup, pour les chiites, de la pratique de la taqiyya, c'est-à-dire, vous avez le droit de mentir, puisqu'ils étaient en position minoritaire
pendant longtemps, donc persécutés. Donc s'ils mentaient sur leurs pratiques, c'était uniquement pour pouvoir préserver leur foi. Donc il y avait une espèce de légitimation théologique du mensonge qu'on retrouve chez les évangéliques américains. Là, vous avez la scène où Colin Powell tient cette espèce de petite fiole dans laquelle il explique qu'il y a des armes chimiques et bactériologiques en Irak. Il fait ça devant l'Assemblée générale de l'ONU. Vous savez qu'on n'a rien trouvé finalement en Irak après, mais je me suis toujours demandé d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait dans cette fiole, parce que s'il l'avait cassée dans l'Assemblée générale de l'ONU, je veux dire, on aurait drôlement rigolé. Donc il y avait probablement rien. Il me paraissait la mesure de précaution la plus évidente. Bon. Et donc, vous avez eu chez les évangéliques américains, et Colin Powell l'a dit après par la suite, qui s'était fait tromper par ses propres services. L'homme était, je crois, honnête, mais par contre, on l'a complètement enfumé en racontant qu'effectivement, il y avait dans cette fiole des preuves trouvées en Irak. Alors l'autre, c'est évidemment le mauvais pratiquant, ce que je vous disais à propos des chiites. Vous savez qu'aujourd'hui, la guerre sunnite-chiite, c'est au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Yémen, à Bahreïn, et même au Nigeria, où vous avez une guerre sunnite-chiite, c'est-à-dire des politiques. Vous savez qu'aujourd'hui, les attentats tuent 90% de musulmans, d'abord. C'est-à-dire que les attentats dans ces pays dont je vous parle, les pays qui sont les plus touchés par les attentats, c'est évidemment l'Afghanistan et le Pakistan. Et là, vous avez des massacres interreligieux. Donc, si vous voulez, notre vision à nous du monde, c'est évidemment de considérer que nous sommes la cible. Mais non, c'est faux. Ces radicalismes sont d'abord des massacres à l'égard d'autres pratiquants. Et donc, vous avez là toute la liste, si vous voulez injurier quelqu'un, vous avez le takfiri, le mécréant, le mosser, le goïm, le rodef, le murtad, le rafida, le papiste, ou la vermine laïque, ce qui est évidemment la fin de la série. Donc, vous avez toute une pratique du vocabulaire de l'exclusion de l'autre. Là, je vous ai mis au milieu, par exemple, la photo de ces jeunes filles qui ont été enlevées par le groupe Boko Haram au Nigeria. Vous savez, vous vous souvenez de cet épisode où ils ont enlevé des lycéennes, si vous voulez. Ils en ont enlevé 400, ils en ont forcé certaines à se marier, d'autres à se convertir, etc. Et donc, c'est pas grave, c'est du bétail. Je veux dire, les combattants ont besoin d'avoir des filles, soit pour faire des ménages, soit pour pratiquer l'acte sexuel, soit éventuellement pour les convertir. Donc, c'est pas grave. Et là, en bas à droite, vous avez l'image, encore une fois, d'un enfant à qui on va apprendre à tuer lui-même le personnage qui a la tenue orange. Cette tenue orange, rappelez-vous, c'est la tenue des prisonniers de Guantanamo. C'est-à-dire que Daesh a fait exprès de condamner et de tuer des prisonniers syriens ou irakiens en leur faisant porter la tenue des prisonniers de Guantanamo. Parce que rappelez-vous qu'il y a encore une trentaine, quarantaine de types à Guantanamo. Donc, on dit, tiens, c'est bizarre, on pensait que c'était fermé. Non, pas du tout. Parce que la justice américaine ne veut pas les prendre en charge. Alors, donc l'autre, ça peut être un musulman, ça peut être un chrétien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que, encore une fois, le radicalisme est un phénomène qui ne touche que nous et qui ne touche que l'islam. Bon, là, je vous ai mis la photo d'un type qui s'appelle Viratu, qui est un bouddhiste birman, qui tient un discours d'un radicalisme absolument terrible à l'encontre des musulmans. Vous savez que au moment de la colonisation anglaise, donc il y avait un continuum entre l'Inde et la Birmanie, qui étaient toutes les deux des colonies anglaises, et les Anglais ont fait comme ils ont fait au Sri Lanka, ils ont importé des populations pour travailler sur les plantations de thé. Ils ont importé des Tamouls au Sri Lanka, ils ont importé des Bengalis en Birmanie. Et quand il y a eu les indépendances, l'indépendance de la Birmanie s'est faite contre les Rohingyas. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, ces gens-là ne sont pas birmans. Et donc, ils ont été apatrides. C'est-à-dire que les Birmans ont refusé de leur donner la nationalité. Et donc, à partir d'un certain temps, si vous voulez, notamment sous la poussée de ces moines radicaux, vous avez eu cette montée du radicalisme bouddhiste qui a abouti à des massacres, à des épurations ethniques, à pourchasser ces minorités qui sont aujourd'hui réfugiées donc, dans le delta qui est au Bangladesh, donc dans des zones inondables. Alors, pour vous donner une idée, lui, par exemple, Viratu faisait des manifestations dans lesquelles il disait « Bon, est-ce que vous préférez vous marier avec un musulman ou avec un chien ?» Alors, la foule qui disait « Non, avec un chien, parce qu'un musulman, il ne vous obligera pas à vous convertir, par exemple. » Vous voyez ce genre de slogans qui sont extrêmement raffinés. Donc, à chaque fois, ça se traduit soit par des opérations ethniques, c'est la photo du milieu avec les îles.
Je ne sais même plus où je l'ai prise d'ailleurs, c'est simplement la preuve que, si vous voulez, il suffit. L'épuration ethnique est une caractéristique, si vous voulez, de ces radicalismes religieux. Je vous rappelle quand même que nous, Européens, qui passons notre temps à donner des leçons à la planète, la dernière grande crise religieuse, d'abord qui subsiste sur le territoire européen, ça reste la question de l'Irlande du Nord, hein, rappelez-vous, c'est quand même des protestants contre des catholiques, mais surtout, la dernière grande crise qu'on a connue, c'est-à-dire la Yougoslavie, c'est la même population slave parlant la même langue, les uns l'écrivant en alphabet cyrillique, l'autre en alphabet latin ou les autres en alphabet arabe, et ça a été la crise de Yougoslavie. C'est-à-dire que nous-mêmes, si vous voulez, nous avons sur notre territoire connu ces radicalismes nationalistes, mais qui à chaque fois étaient sur des critères de différenciation religieuse, et quand même, il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Alors, les néo-évangéliques américains sont moins connus parce que, si vous voulez, ça passe pas l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se pencher là sur ce qu'ils disent, ce que disent ces gens-là, mais c'est pour vous donner le parallélisme, si vous voulez. C'est une des tendances du protestantisme, hein, donc c'était la France la plus radicale. Ce n'est pas la totalité du protestantisme américain, tant s'en faut, mais c'est une force qui est très bien organisée, qui a de gros moyens. Et par exemple, je vous cite l'exemple d'un des téléprédicateurs qui s'appelle Falwell, qui a 373 chaînes de télévision régionales et 1300 radios quand il fait ses messages. Ça lui donne une certaine capacité d'influence. Alors eux, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, ils sont d'abord anticatholiques. Encore une fois, c'est le passé qui pèse. Ils sont antisémites aussi, qui prouve que c'est universellement partagé. Et puis, ils sont devenus très anti-musulmans, notamment depuis les attentats du 11 septembre. Et eux sont très prosélytes, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de moyens. Et donc, vous le verrez tout à l'heure, je vous montrerai des images de, si vous voulez, cette diplomatie religieuse qui maintenant devient une caractéristique de la vie internationale. Moi, quand j'ai écrit le bouquin sur les radicalismes religieux, je crois que c'est dans celui-là, Védrine m'a fait une préface, et dans cette préface, il dit « Nous avons négligé les questions religieuses, parce que nous sommes un pays laïque. Et donc, pendant des années, nous n'avons pas suivi les évolutions religieuses. » Par exemple, il me racontait qu'en Égypte, au moment où Sadat va être assassiné par un frère musulman, il n'y avait qu'un seul arabisant à l'ambassade, c'est un Libanais chargé de traduire la presse. Et le seul type qui allait écouter dans les mosquées les prédicateurs, c'était un jeune type qui s'appelait Keppel, Gilles Keppel, qui était un étudiant et qui, en fait, allait traduire ce que l'ambassade aurait dû faire, c'est-à-dire, évidemment, comprendre cette radicalisation qui était en cours. Alors, pourquoi j'arrête un peu sur les évangéliques? Parce que Trump, dont on ne peut pas dire que la vie soit exactement la vie d'un saint pratiquant toute sa vie, a constitué autour de lui un conseil évangélique dans lequel on retrouve un certain nombre de ces téléprédicateurs qui avaient approuvé la guerre d'Irak. Pourquoi est-ce qu'ils avaient approuvé la guerre d'Irak? Parce que, encore une fois, c'est le volet théologique qui est intéressant. Vous savez que quand Bush va décider la guerre d'Irak, il est soutenu par deux tendances politiques américaines, qui sont les néoconservateurs, ce qu'on connaît un peu, hein, la primauté de l'Amérique, l'unilatéralisme, etc., mais surtout les néo-évangéliques, et eux, leur postulat est théologique, c'est-à-dire, ils disent, la constitution du Grand Israël, enfin la suppression d'un des ennemis radicaux d'Israël permettra la constitution du Grand Israël, et la constitution du Grand Israël est une étape promise par Dieu pour le retour du Messie. Donc, vous voyez, la démarche était totalement théologique. Alors, anecdote assez rigolote, c'est que, vous savez que donc, pour les Juifs, le Messie n'est jamais venu, pour les chrétiens, il est déjà venu. Donc, comme Netanyahou avait très besoin des évangéliques, et qu'évidemment il les recevait assez souvent, etc., il y avait eu des discussions assez cocasses entre eux, parce que, évidemment, le postulat des néo-évangéliques, c'est qu'une fois que le Messie serait revenu, tous les Juifs seraient convertis. Bon, alors, histoire de ne pas perdre leur soutien, un jour Netanyahou leur a dit, écoutez, le jour où le Messie arrivera, on lui posera une seule question, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens? Au moins, il avait résolu la question sur le plan diplomatique. Et donc là, vous avez, par exemple, un certain nombre de ces figures d'une évangélique américaine. Et vous avez des déclarations, par exemple, de Franklin Graham, qui, à l'époque d'Obama, disait « Aucun musulman ne devrait être autorisé à mettre un pied dans ce pays. Tant qu'il n'est pas terminé cette guerre contre l'islam radical, nous devrions refuser tous les ressortissants susceptibles de constituer une menace. » Et c'est effectivement le décret anti-musulman que va prendre Trump.
Simplement, évidemment, vous remarquerez qu'il a oublié d'interdire l'entrée aux Saoudiens et l'entrée aux Qataris, c'est-à-dire aux pays qui ont le plus diffusé, si vous voulez, le radicalisme musulman. Donc c'est un homme qui avait les pieds sur terre. Alors, il aura aussi besoin d'ailleurs d'un téléprédicateur, parce que vous vous souvenez qu'il avait eu quelques frasques avec une prostituée qui s'appelait Stormy Daniels, et il y a un des téléprédicateurs qui a dit, oh, de toute façon, ça lui fait moins de maîtresse que David. C'est vrai qu'il en avait eu 1000, donc, ou le roi Salomon, je ne sais plus lequel. Bon. Donc, vous voyez, vous avez une diplomatie religieuse. Et ça, c'est une caractéristique absolument importante de la vie internationale, c'est que, par exemple, les néo-évangéliques professent beaucoup en Afrique et en Amérique latine. Ils ont évidemment moins de chance en Asie du Sud-Est, mais enfin, ce sont des axes, si vous voulez, dans lesquels ils essayent de faire prévaloir leur propre version du protestantisme. L'Arabie saoudite, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. L'Arabie saoudite, c'est un épisode assez intéressant, puisque l'Arabie saoudite, si vous voulez, quand naît le régime, c'est un nain géopolitique, hein, en 27, quand se constitue le royaume. Mais par contre, il y a déjà dans la constitution de l'Arabie saoudite la vocation du pays à diffuser l'islam version salafiste, hein, évidemment. Les autres versions sont des formes dénaturées de l'islam. Et donc, encore une fois, le temps long est très important pour comprendre les choses. Pourquoi est-ce que les Saoudiens sont wahhabites? La colonisation sur la péninsule était en fait une colonisation littorale. C'est-à-dire que les Ottomans avaient colonisé le littoral ouest, où il y avait les lieux saints, et puis quand les Anglais arrivent, ils colonisent le littoral est, parce qu'il y avait le Koweït, enfin il y avait tous ces endroits, etc. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite est restée à l'écart de toute évolution des grands événements mondiaux, pratiquement depuis la naissance du prophète jusqu'au fin du 18e, début du 19e, c'est-à-dire quand va commencer la reconquête de la péninsule. Alors, Abdel Wahab part d'un postulat très simple, c'est qu'il dit en fait le seul véritable islam c'est le nôtre, puisque nous on a été préservés de toute influence étrangère, et donc toutes les versions de l'islam périphérique, que ce soit dans l'Empire ottoman, que ce soit en Égypte ailleurs, sont des versions perverties. Donc le seul véritable islam, c'est ce que lui va définir comme le wahhabisme, c'est-à-dire seule la pratique des compagnons du prophète, des 5 premiers califes, et la bonne pratique. Bon. Et donc, la conquête de la péninsule va se faire au nom du djihad. C'est-à-dire qu'il va se battre contre d'autres principautés musulmanes au nom, encore une fois, de la guerre sainte. Et quand, effectivement, à l'époque, se constitue l'Arabie saoudite, si vous voulez, encore une fois, c'est pas ça qui occupait les chancelleries dans les pays occidentaux. Même après la guerre de 14, si vous voulez, on se dit, bah, l'Arabie saoudite, rappelez-vous l'épisode de Laurence d'Arabie, qui va là-bas, il va obtenir l'aide des tribus pour aller faire... Mais il ne va pas prendre l'alliance avec les Saouds, il va prendre l'alliance avec le shérif de la Mecque, c'est-à-dire ceux qui étaient les véritables descendants tribaux du prophète. Donc ils vont faire cette guerre que vous avez probablement vue, décrite par Hollywood. Mais les Anglais ne tiendront jamais leurs promesses de la création de la grande nation arabe. Et encore une fois, c'est pour ça que le royaume ne se constitue qu'en 1927, c'est-à-dire qu'après, le Saoud, Abdelaziz Saoud, va faire la conquête de l'ensemble de la péninsule et constituer l'État d'Arabie saoudite avec cette mission première, diffuser l'islam salafiste. Donc quand on parle des Saoudiens, on dit wahhabite parce que ça fait plus comme si ce n'était pas pareil, c'est du salafisme pur jus. Hein, et donc l'Arabie saoudite, à partir du moment où elle commence à avoir des moyens totalement disproportionnée avec la crise du pétrole en 1973, va commencer une diplomatie religieuse qui va consister à envoyer partout Par exemple, vous savez que le grand homme de l'époque, c'était encore Nasser dans le monde arabe. Bon, Nasser, c'était le panarabisme, c'était l'université Al-Azhar, qui était la grande université la plus connue, et puis c'était la Ligue arabe. C'est-à-dire que Nasser avait une vision arabe, si vous voulez, de la région. Les Saoudiens, en réplique, vont créer la Ligue islamique mondiale, pour répliquer à la Ligue arabe. Ils vont créer l'Organisation de la coopération islamique, et ils vont créer l'Université islamique de Médine, pour, encore une fois, rivaliser avec Al-Azhar. Alors, ils ont un avantage de plus par rapport à Al-Azhar, c'est qu'ils offrent des bourses. Quand même, c'est plus attractif, vous êtes bien placé pour le savoir, que quand il n'y en a pas. Et donc, l'Université islamique de Médine a formé à peu près 30 000 prédicateurs version saoudienne en une trentaine d'années, qu'ils ont ensuite, ils les acceptaient, ils leur donnaient la bourse, ils étaient logés, tout ce que vous voulez, mais la condition essentielle, c'était qu'ils ne restent pas en Arabie saoudite et qu'ils repartent ensuite faire de la prédication. Un des impacts directs, si vous voulez, de cette politique saoudienne, ça a été les années sombres en Algérie.
en Algérie, aujourd'hui, ils considèrent que c'est l'influence religieuse de l'Arabie saoudite qui a fait pousser la naissance du fils et qui leur a valu 10 ans de guerre civile. Donc ce que vous trouvez dans la presse algérienne, si vous voulez, est incroyablement plus radical contre l'Arabie saoudite que ce que vous trouvez dans la presse française. Alors, pour ne pas en rester là, donc, les évangéliques américains ont une certaine vision de la géopolitique. Et encore une fois, en s'appuyant sur les textes sacrés, en expliquant la terre promise selon ce qu'ils en interprètent eux, ça va jusqu'au canal de Suez, c'était l'époque de Moïse, la traversée de la mer Rouge, tout ça, et puis ça va évidemment jusqu'au Golfe Persique. Ça recoupe assez bien ce que disent d'ailleurs les radicaux juifs aussi, pareil, qui considèrent que la terre promise, telle que si on lit la Bible hébraïque, ça devrait aller jusqu'à la Dan au nord, c'est-à-dire au pied du mont Hermon, au sud dans le Negev. La mer Méditerranée et le Jourdain constituent les frontières orientales, et la rive orientale du Jourdain à l'extérieur de la terre. Donc on est sur, si vous voulez, une carte qui évidemment ne correspond pas à la carte actuelle d'Israël, mais on est encore une fois chez des religieux qui pensent qu'effectivement un jour Dieu va les aider à constituer le grand Israël. Ce qu'on connaît moins, par exemple, si on prend les discours de Ben Laden, on a une définition de ce que lui appelle la terre arabo-musulmane. Donc vous voyez que vous avez donc toute la partie, il inclut la Perse, qui est chiite malgré tout, une grande partie de l'Asie centrale, mais surtout, il va jusqu'en Andalousie, puisque évidemment, pour lui, la grande époque de l'islam, c'est le moment où se constitue l'Espagne, et en particulier de Cordoue. Et donc, il fait une petite fois jusqu'à chez vous, vous avez remarqué, jusqu'à Poitiers, mais évidemment, ça s'est arrêté là. Mais par contre, l'Empire byzantin est considéré comme une terre qui voulait de conquête. Donc on va avoir, si vous voulez, chez tous ces gens-là, une espèce de, de vision géopolitique de la planète, hein, puisque ce ne sont pas des pratiques qui restent limitées à un territoire, qui ont des vocations à s'étendre. Et là, vous avez l'organisation du projet califal version Daesh, puisque évidemment, là, vous savez, il suffit de reprendre les qualificatifs. Daesh a des filiales. Hein, un des moyens d'internationaliser la cause, c'est évidemment de se rattacher. Donc vous avez Al-Qaïda au Maghreb islamique, vous avez Al-Qaïda dans la péninsule arabique, mais vous avez Daesh en Asie centrale, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Daesh et Al-Qaïda, qui sont dans la rivalité pour un leadership, ils se massacrent entre eux. Donc je me pose une question, est-ce qu'on a à intervenir dans un massacre comme celui-là? Moi j'ai tendance à penser que non. Pourtant, il y a un certain nombre de gens qui pensent que l'Europe doit se mêler de tout ça. Moins connu, si vous voulez, la géopolitique des hindouistes radicaux. Encore une fois, l'Hindoutva considérait, comme je vous le disais tout à l'heure, que tout le sous-continent devait être hindou. Or, tout le sous-continent, ça veut dire que ça va jusqu'à l'Afghanistan, incluant évidemment le Pakistan, et puis ça va aller aussi jusqu'en Birmanie, parce qu'il se fonde sur encore une fois, sur une vision historique, c'est-à-dire d'une époque où l'hindouisme était dominant dans ces régions. Une des grandes crises, si vous voulez, de l'hindouisme radical, évidemment, c'est 47, c'est-à-dire le BJP, donc, qui est ce parti, je ne vais pas essayer de vous prononcer le nom, j'y arrive pas, mais enfin le BJP, donc, qui est actuellement au pouvoir, avec Narendra Modi comme Premier ministre, est un parti qui est très ancien, qui existait déjà à l'époque de la colonisation, et qui considérait qu'il valait mieux coopérer avec les Anglais contre les musulmans, plutôt que de combattre avec les musulmans contre les Anglais. Et donc, à partir du moment où, si vous voulez, les Anglais, en particulier avec l'expression de Jinnah, vous savez, qui va être porteur du projet du Pakistan, que les Anglais acceptent l'existence d'un Pakistan, c'est-à-dire d'un État où vont être regroupés les musulmans, ça vient en choc frontal avec la conception de Savarkar. Et donc, vous savez très bien que quand la partition va se faire, vous allez avoir des mouvements de population d'hindouistes revenant sur le sous-continent et puis de musulmans qui vont être chassés, etc., etc. Il y aura quand même 1 à 2 millions de morts en 1947 uniquement dans ces mouvements de population. Bon. Et donc, les hindouistes considèrent toujours encore aujourd'hui, ça c'est une carte retrouvée sur le site du BJP, que le Pakistan fait partie de l'Inde, point, c'est tout. Alors,
le bouddhisme au 1er siècle. Pourquoi je vous ai mis cette carte? Parce que, encore une fois, le bouddhisme est une religion qui a translaté, c'est-à-dire que ça va naître effectivement en Inde, mais le Bouddha va passer son temps à se balader, puis il va aller en particulier vers l'Extrême-Orient, et donc le bouddhisme va surtout triompher en Extrême-Orient. Mais il y a un des épisodes qu'il faut connaître, qui est extrêmement important, encore une fois, dans cette mythologie bouddhiste, c'est que le bouddhisme, à un certain moment, était très implanté en Afghanistan. Le site de Bamiyan, vous savez, où vous avez les Bouddhas, qui ont été détruits par les talibans, était une grande ville bouddhiste. Tous les trous qu'on voit dans la falaise sont des anciennes cellules de moines, et donc ils ont été chassés par les musulmans quand il y a eu les invasions au 7e siècle. Mais c'est resté, encore une fois, comme quelque chose, encore une fois, c'est de la terre sacrée qui a été captée par des mécréants. Quand les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan au canon, le choc a été évidemment pour nous sur le plan culturel, mais en Birmanie, ça a été considéré comme une agression. Et donc, si vous voulez, toute une alchimie, si vous voulez, se met en place, en particulier dans des États bouddhistes, sur le thème, les musulmans n'ont rien à faire chez nous, ils nous ont chassés de là-bas, ils n'ont rien à faire chez nous. Donc le radicalisme bouddhiste, si vous voulez, c'est moins un projet géopolitique qu'une série d'accrochages qui, encore une fois, se fait avec des postures, mais qui sont un peu dispersées. Le foyer principal du bouddhisme militant, encore une fois, c'est le Myanmar, c'est la Birmanie. Alors, je reviens, si vous voulez, sur la question des guerres entre musulmans, parce qu'encore une fois, c'est ça qui est la caractéristique aujourd'hui de ce radicalisme musulman. Et si les guerres doivent se déclencher, encore une fois, dans cette série qui va du Pakistan jusqu'à Bahreïn, est-ce que c'est en votant une résolution à l'ONU qu'on va se mêler de tout ça? Je veux dire, vous vous rendez compte? Vous savez, au moment des guerres de religion, en Occident, catholiques, protestants, l'Empire ottoman a essayé de s'en mêler en disant on va soutenir les protestants. Il n'en a tiré aucun avantage. Donc notre manière de nous comporter à l'égard de ces guerres civiles, je sais que c'est dramatique, mais la légitimité des casques bleus occidentaux ou des forces armées occidentales à intervenir dans ce contexte est absolument nulle. Donc toutes les guerres qu'on a déclenchées depuis 1991, encore une fois, qu'elles soient mandatées par l'ONU ou pas, arrivaient dans des contextes géopolitiques où la légitimité n'était pas évidente. On n'est pas dans la Yougoslavie partout. Bon. Donc voilà, l'intolérance religieuse dans le monde, ben, ma foi, ça marche bien. Il y a du massacre tous les jours, c'est open bar. Vous avez tout ça régulièrement. Par exemple, au Sri Lanka, vous avez eu, pareil, des Tamouls qui ont été importés par les colonisateurs anglais, auxquels le Sri Lanka indépendant a refusé la nationalité. Et donc, depuis les années 60, vous avez une insurrection du LTTE, les Tigres tamouls, qui est d'une brutalité absolument évidente et qui, effectivement, sont une guerre dont nous, on n'entend pas parler parce qu'on ne va pas se préoccuper de ce qui se passe au Sri Lanka. Mais ça fait partie de ce monde déchiré qui est celui des radicalismes religieux. Voilà. Et comme vous avez remarqué, tous les camps de réfugiés se ressemblent, c'est-à-dire que ce soit des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes ou des hindouistes, c'est absolument pareil. Voilà. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous donner sur ce sujet qui me paraît être effectivement un phénomène planétaire beaucoup plus qu'un phénomène localisé comme on le perçoit nous. Voilà. Si vous avez des questions. Vous voulez qu'on enchaîne sur la diplomatie religieuse ou pas? Ou vous voulez des questions avant? Pardon? Oh, la diplomatie religieuse d'Arabie Saoudite, ça prendra 10 minutes, je sais pas, donc c'est vous, quand vous voulez. Non, je vais juste vous citer des exemples variés parce que, encore une fois, ces radicalismes ont tous des pratiques différentes. Par exemple, les Indiens, le BJP a inventé une loi très étonnante qui s'appelle le Love Jihad. C'est-à-dire, les radicaux hindouistes considèrent que si un musulman séduit une jeune hindouiste et l'oblige à se convertir, si vous voulez, donc ça, ils considèrent que c'est du militantisme, ou en tout cas du prosélytisme religieux, et donc la loi autorise les parents à demander la dissolution du mariage. C'est original quand même. Pareil, restons sur les hindouistes. Comme vous le savez, la vache est un animal sacré, et donc de temps en temps, ils font une descente sur une boucherie, parce qu'il y a aussi des boucheries en Inde, mais qui sont tenues évidemment par des chrétiens ou des musulmans, et donc de temps en temps, ils massacrent
un boucher, sa famille, il brûle sa maison, etc. Puisqu'évidemment, ils considèrent que sur leur territoire, il y a la violation d'un principe intangible de l'hindouisme, c'est-à-dire le caractère sacré de la vache. Bon. Donc vous voyez, on s'aperçoit que cette intolérance qu'on constate dans d'autres endroits, l'Arabie Saoudite en faisant partie, c'est malheureusement extrêmement partagé. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée que c'est la poussée de ces radicalismes qui est le phénomène le plus préoccupant, à mon avis, des évolutions contemporaines. Je ne sais pas, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Oui, alors j'ai dans un premier temps 2 questions d'Internet de Ferdinand Lassalle qui demande vous dénoncez l'emprise de l'islamisme de l'Arabie Saoudite sur la France. Qu'en est-il du Qatar? Sa conception de l'islam est-elle très différente? Et qui enchaîne avec une autre question. Quel conseil pourriez-vous donner aux musulmans de France qui subissent malgré eux l'islamisme d'une part et l'extrême droite d'autre part? Et on passera ensuite aux questions de la salle. Ben, écoutez, on va effectivement commencer par ça. Ça permettra de parler de la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Moi, ça m'a intéressé de travailler là-dessus pour une raison qui me paraissait évidente, c'est que on était en pleine vague, si vous voulez, 2015, dans les attentats islamistes, etc. Et on avait, avec l'Arabie Saoudite, un espèce de mutisme que je trouvais absolument incroyable. Rappelez-vous, le 11 septembre, 15 Saoudiens sur 19 terroristes, on pouvait penser que ça devait déclencher quelque chose contre l'Arabie Saoudite. Et pareil, si vous voulez, les Saoudiens ont été pendant longtemps le plus gros contingent en Afghanistan à l'époque soviétique, et on les appelait les combattants de la liberté. Donc vous voyez l'importance des intellectuels pour inventer du terme qui ne correspond pas à une réalité. Bref, donc je me suis dit quand même c'est très étonnant, c'est-à-dire ce pays est comme une espèce de verrue au milieu de la figure, on voit très bien que ce pays est un radicalisme absolu, et donc je me suis penché sur cette question avec l'aide d'autres personnes qui ont été citées, qui sont dans le bouquin, parce que on s'est rendu compte en fait que 2 choses. D'abord, c'est un processus historique qui s'est construit lentement et dans lequel il s'est d'abord intégré dans l'Est-Ouest. Encore une fois, l'Arabie Saoudite, c'est un nain géopolitique qui commence à apparaître sur la scène internationale en 1945, puisque vous savez que quand Roosevelt rentre de la conférence de Yalta, il s'arrête effectivement en Arabie Saoudite et il va faire ce qu'on appelle le pacte de Quincy, c'est-à-dire qu'il va signer avec l'Ibn Saoud un accord disant pétrole contre sécurité. C'est-à-dire qu'il va progressivement supplanter les Anglais en Arabie Saoudite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre en compte le fait que l'Arabie Saoudite, ça peut être important. Évidemment, l'Arabie Saoudite, dans un premier temps, n'est encore une fois qu'un État, si vous voulez, qui n'a aucun des cadres nécessaires, etc., qui va toucher ces cadres quand, pour l'essentiel, Nasser va pourchasser les frères musulmans. C'est-à-dire que les frères musulmans sont des gens formés et qui vont venir membrer, si vous voulez, l'administration saoudienne. Mais le bouleversement le plus important, c'est 73. C'est-à-dire, c'est tout à coup quand l'Arabie Saoudite devient un État richissime et qui va donc pouvoir développer une diplomatie religieuse, encore une fois, puisque ça reste un État, ça reste une théologie, une théocratie, l'Arabie Saoudite. De tête, c'est-à-dire la dynastie, mais aussi la hiérarchie religieuse. Bon. Et donc, vous avez, à partir de ce moment-là, à la fois un enrichissement formidable de l'Arabie Saoudite et en même temps les moyens pour les dignitaires religieux saoudiens de commencer à faire l'Université islamique de Médine, la Ligue islamique mondiale, etc. Et donc d'envoyer partout des missionnaires de cette espèce de version radicale de l'islam qui est le salafisme. Simplement, c'est difficile de vivre dans une société où on est passé directement du désert à l'ascenseur à air conditionné, c'est-à-dire que tout à coup, cet enrichissement brutal de l'Arabie Saoudite a fait que des craquements internes à la société saoudienne sont apparus, et ces craquements se sont manifestés en particulier en 1979. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en 1979? Vous avez d'abord il y a des épisodes que j'oublie. Bon, il y a une chose importante, c'est l'attaque de la Grande Mosquée par des radicaux saoudiens qui sont des disciples du grand moufti d'Arabie Saoudite, parce qu'ils disent la dynastie saoudienne est injuste, incorrompue et inadmissible. Donc vous avez un premier craquement interne à l'Arabie Saoudite qui s'aperçoit qu'elle a créé un monstre qui est capable de se retourner contre elle. Coup de chance extraordinaire, en décembre 1979, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan, donc effectivement ça permet d'expédier, si vous voulez, tous ces jeunes gens turbulents, et donc on va les envoyer combattre en Afghanistan.
Ah oui, l'épisode, pardon, important, début d'année 79, c'est évidemment la révolution iranienne. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez des chiites qui prétendent diriger le monde musulman. Alors, pour les Saoudiens, gestionnaires des lieux saints, enfin, c'est peut-être la chose qui a le plus déstabilisé l'Arabie Saoudite. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, à cause de l'argent et à cause du contexte international, l'Arabie Saoudite va faire une diplomatie religieuse de plus en plus active et qui va provoquer un certain nombre de craquements. C'est un peu partout, y compris celui qu'on a le plus connu, c'est-à-dire le 11 septembre. Alors, ce qui est intéressant dans le 11 septembre, c'est que dès le 12 septembre, vous avez une société américaine qui s'appelle Corvis, qui va voir l'ambassadeur saoudien à Washington en lui disant « Vous savez, vos affaires, ça va mal, hein, vous devriez apprendre à communiquer. » parce que... Et Corvis va signer tout de suite un contrat dont la vocation, c'est une société américaine, hein, Corvis, qui est aujourd'hui filiale de Publicis. Et donc Corvis va convaincre qu'il faut agir au niveau du Congrès parce que les effets des attentats du 11 septembre risquent d'être dramatiques sur l'image du royaume, etc. Et donc, ils vont avoir un résultat en agissant à la fois sur la Maison-Blanche et sur le Congrès, formidable, puisque dans le rapport du Congrès, quand même, sur les responsabilités des attentats du 11 septembre, il y a 28 pages qui impliquent directement l'ambassade d'Arabie Saoudite, qui vont être classées secret défense par George Bush, donc ils ne vont jamais être versés au débat public, et ce n'est que Obama, 14 ans ou 15 ans plus tard, qui va les déclassifier. Bon. Donc, on a d'abord le savoir-faire de ces sociétés de relations publiques quand elles connaissent bien une société. Donc, les Saoudiens découvrent qu'il faut qu'ils communiquent. Alors, jusque-là, ils s'en foutaient hein, de l'opinion publique, ce n'était pas leur truc. Bon. Mais là, ils se rendent compte qu'effectivement, leurs affaires vont mal. Et évidemment, quand il y aura l'affaire Khashoggi, on le sentira particulièrement. Alors, qu'elle va être la technique? La technique va consister, puisqu'il y a beaucoup d'argent. Alors, pardon, excusez-moi, il y a encore un autre phénomène qui va déstabiliser les Saoudiens et qui va les obliger à faire de la relation publique, c'est l'apparition du Qatar. Le Qatar, c'est un État qui devient brutalement richissime à partir des années 73, puisqu'on découvre une très grande nappe de pétrole, de gaz, qu'il partage avec l'Iran. Et donc, le Qatar va utiliser cet argent pour exister, puisque c'est le plus petit des États du Conseil de coopération du Golfe, donc c'était celui dont on n'écoutait jamais la parole, etc. Mais vous connaissez la logique du Qatar, on l'a bien connu en France. Ça va consister à exister par une télévision internationale, c'est Al Jazeera, chaîne en anglais, en français et en arabe, de qualité, avec des journalistes professionnels, etc. Ça va consister aussi à avoir, si vous voulez, un certain nombre d'actions visibles, en particulier en France. On le sait très bien avec le PSG, avec le prix de l'Arc de Triomphe, etc. Et donc, vous avez effectivement une diplomatie qui a un certain impact, effet d'image, mais c'est une diplomatie du carnet de chèques. C'est-à-dire qu'effectivement, il suffit de payer et puis on a effectivement des gens qui vous disent combien le Qatar c'est bien, etc. Simplement, quand les bouquins de Chesneau et Malbruno vont sortir, que tout à coup on va dire oui, mais finalement c'est de la diplomatie du carnet de chèques. Regardez, un tel a touché tant, un tel a touché. Donc ça va tétaniser le Qatar qui brutalement va changer d'ambassadeur. On arrête tout, on ferme la banque. Bon. Les Saoudiens se rendent compte qu'effectivement, le Qatar, ça fait quand même. C'est un État d'autant plus perturbateur qu'il accueille les frères musulmans. Les frères musulmans que l'Arabie Saoudite avait chassés à cause de leur position dans la guerre du Golfe, hein, ils avaient soutenu Saddam Hussein, ils se sont réfugiés au Qatar et donc aujourd'hui le Qatar est le lieu de réunion ou de la tête pensante des frères musulmans. Et donc les Saoudiens se rendent compte qu'il faut se faire équiper qu'il faut s'équiper avec des contrats avec les grandes boîtes de communication. Donc ils vont signer des contrats avec les 3 américaines, Omnicom, WPP, je ne me souviens plus de la 3e, et puis les 2 françaises, Publicis et Havas. Et donc, ces boîtes vont leur expliquer comment faire une politique de communication ciblée, sociologiquement ciblée, si vous voulez, pour avoir le plus d'effet. Parce qu'encore une fois, on ne va pas vendre l'image de l'Arabie Saoudite, je veux dire, c'est invendable. Donc, il vaut mieux avoir une politique de communication sociologiquement ciblée pour que ça ait quelque effet. Alors, les cibles de la communication version, si vous voulez, de ces grandes boîtes de pub, c'est les hommes politiques. Les hommes politiques, c'est très simple. Quand ils vont en Arabie Saoudite, notamment quand ils sont en fonction, ils reviennent avec une lettre d'intention. Qu'est-ce que c'est une lettre d'intention? C'est on s'engage à négocier sur 10 milliards de contrats quand c'est Valls, 110 milliards quand c'est Trump. La lettre d'intention ne veut pas dire que vous signez des contrats, mais simplement l'homme politique rentre au pays en disant « Regardez, avec moi, ça avance ». C'est ce qu'a dit Valls. Bon. Trump, lui, il avait campagne électorale, il disait l'Arabie Saoudite doit payer ses dépenses, mais en fait, il fait son premier voyage officiel en Arabie Saoudite.
Deuxième cible, les hommes d'affaires. Alors, ils transposent le Davos, ils font le Davos du désert, même équipe d'intervenants, si vous voulez. Et donc, le Davos du désert, ben, on vous organise des rendez-vous en tant qu'homme d'affaires avec des conseillers du prince, etc., etc. Donc, les hommes d'affaires, vous savez, quand l'Arabie saoudite envisage de faire une espèce de tech city pour laquelle elle veut dépenser 1000 milliards de dollars, vous êtes un homme d'affaires, vous dites, même si j'en gratte 0,5%, je n'ai pas intérêt à me mettre mal avec les Saoudiens. Cette tech city, si vous voulez, supposerait d'avoir des cadres, supposerait d'avoir... Il y a de l'argent, de toute façon, mais supposerait d'avoir de quoi membrer, de quoi attirer des PME, etc. Le projet n'a jamais vu le jour, mais ça fait rien. C'est le 4e ou 5e, si vous voulez, grand projet technologique vendu par l'Arabie saoudite. Mais encore une fois, vous faites taire les hommes d'affaires quand vous annoncez des projets pareils. Et la 3e cible de cette sociologie de communication, c'est les élites de la communauté musulmane à l'étranger. Évidemment, ceux-là sont d'autant plus sensibles qu'eux ont d'autres pratiques de l'islam, etc. Mais évidemment, l'Arabie saoudite a une arme absolue qui est le pèlerinage. Si vous regardez la composition du Conseil français du culte musulman, vous apercevez qu'un certain nombre de ces acteurs ils ont des agences de voyage. Des agences de voyage dont le produit phare, c'est le pèlerinage. Donc si tout à coup l'Arabie saoudite dit « Ah, cette année, Covid, on va réduire les visas, etc. » Si l'un d'entre eux se permettrait une critique, je veux dire, c'est fini, sa boîte est fermée. Donc, si vous voulez, l'argument principal des Saoudiens, c'est évidemment d'utiliser le pèlerinage. Et le résultat est assez formidable, puisque finalement, jamais le Conseil français du culte musulman n'a critiqué l'attitude de l'Arabie saoudite sur le Yémen. Les Yéménites, c'est musulman, mais c'est pas grave, ils peuvent se faire massacrer, c'est autre chose. Donc c'est une politique qui est finalement très efficace. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'à partir du moment où le Qatar a fermé la banque, vous avez certaines personnalités qui sont passées du Qatar à l'Arabie saoudite. Rachida Dati, par exemple, était très soutien du Qatar, et puis quand la banque a fermé, ben, elle est devenue beaucoup plus amène avec l'Arabie saoudite, alors qu'elle critiquait l'Arabie saoudite avant. Donc, vous voyez, je ne veux pas vous dissuader, si vous voulez, mais enfin, c'est pour vous dire qu'il y a une espèce de chose qui existe, hein, qui est quand même très à comprendre, c'est ces boîtes de relations publiques. Rappelez-vous quand même que Publicis, c'est 35% Madame Badinter, qui est de la grande conscience morale de la France contemporaine. Apparemment, les femmes, il faut les défendre partout, sauf en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite cumule pas mal de qualités quand même. Raif Badawi, qui sur son blog avait simplement demandé la liberté de conscience, 10 ans de prison, 1000 coups de fouet. 1000. On le sort régulièrement de sa cellule pour le fouetter. Loujaina Latloul, qui est cette fille qui avait osé prendre le volant alors que ce n'était pas autorisé. Il a annoncé, Mohamed Ben Salman, un peu de temps après, a assuré que les femmes avaient le droit de conduire. Pareil, emprisonné. Et donc, je pourrais vous en citer comme ça plein, mais je veux dire, rien n'est retenu dans par exemple, les ONG. Je suis allé les voir en leur disant, pourquoi vous faites rien sur l'Arabie saoudite? Ils m'ont dit, mais écoutez, on a peu d'argent, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des actions qui ont une efficacité. Or là, on est face à un bloc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a aucun moyen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise de l'argent en fonction de la gravité du cas, ou est-ce qu'on utilise notre argent en espérant avoir des résultats? Et donc, ils vous expliquent que ça ne sert à rien pour eux de dépenser de l'argent à faire une campagne en Arabie saoudite. C'est cynique, mais il faut les comprendre. Donc, vous voyez comment, finalement, on peut fermer complètement toutes les voies critiques à l'encontre de l'Arabie saoudite. Et pour en terminer, si vous voulez, sur la deuxième partie de la question, j'attire votre attention sur le fait qu'en France, aujourd'hui, le phénomène sociologique majeur, c'est l'intégration des Français de culture musulmane. Ce n'est pas les salafistes. Vous avez tous autour de vous des Français de culture musulmane qui sont banquiers, journalistes, écrivains, etc., etc. Mais évidemment, quand vous avez un attentat terroriste, automatiquement, les médias se concentrent sur le salafisme et sur le risque. Donc évidemment, c'est une espèce de dualité qui est très difficile à vivre, parce que c'est le rôle des médias de pouvoir consacrer leur activité là-dessus, mais si c'est pour faire un reportage sur quelqu'un qui a une vie normale, qui part le matin tôt pour aller au boulot, pour aller à son boulot, qui est banquier et qui revient le soir, c'est pas un sujet médiatique. Or, de fait, la véritable transformation profonde, c'est l'intégration de la communauté française musulmane. C'est pas le contraire. Voilà. Donc, pour vos études de sciences politiques, apprenez à aller au-delà, si vous voulez, de ce que les communications publiques portent comme message. Très bien, merci. Ah, trahi par la technique, vous aussi.
Non, mais sinon, on s'entend, là, non, ça va. C'est pour l'enregistrement. C'est bon, hein? Bonjour. Merci de votre exposé. Les puissances occidentales, tout au moins les oligarchies qui les gouvernent, ferment largement les yeux sur les agissements des radicalismes quand ils servent leurs intérêts. Quelle est la part de manipulation et d'utilisation par ceux-ci, parce qu'il faut bien l'appeler le messianisme de la marchandise? Le messianisme de la marchandise. Et ensuite, une question, parce que vous parliez tout à l'heure de l'intégration musulmane, est-ce que la religion musulmane a sa place en Europe, qui, que je sache, n'épuise pas ses racines? Oui, cela dit, si vous faites la carte de l'évolution des aires religieuses, si vous voulez, vous apercevez que la religion chrétienne est née effectivement à Jérusalem, qui aujourd'hui, c'est une ville maudite, Jérusalem. Hein. Je veux dire, toutes les grandes religions se considèrent que c'est une ville sainte. Et donc, vous avez là un résumé de ce que des revendications territoriales historiques, si vous voulez, de chacun sur le. Bon. Donc, pour ma. Oui. Je signale que je ne considère pas non plus le christianisme comme les racines de l'homme. C'est un peu difficile d'éviter la question quand même. Et donc, oui, l'islam a sa place en Europe, bien sûr, comme toutes les autres religions d'ailleurs. La tradition européenne était plutôt l'antisémitisme, hein, quand même. Ça a été plutôt ça, antisémitisme véhiculé par l'Église catholique, par des rivalités bourgeoises, etc. Mais après la Shoah, effectivement, le mea culpa va aboutir à, mais sans complètement faire disparaître l'antisémitisme. On va passer progressivement, effectivement, avec l'arrivée de nouveaux migrants, essentiellement avec la décolonisation, si vous voulez, de migrants qui vont arriver des anciennes colonies. Ça va être pour l'essentiel des Maghrébins en France et pour l'essentiel des sous-continents indiens, pakistanais, Bangladesh, etc. en Angleterre. Donc il y a eu deux postures, si vous voulez, différentes à l'égard de ces migrations, qui après tout, chacune revendiquait un certain nombre de droits, ne serait-ce que parce que les enfants naissaient avec le nouveau passeport, avec le passeport de l'immigration. Et vous avez eu donc les difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est-à-dire soit c'est le système français, c'est-à-dire on s'intègre, point, vous avez des droits, mais le religieux est l'espace privé, ce n'est pas l'espace public, donc vous faites chez vous, ce que vous n'avez pas le droit de faire sur l'espace public, le débat sur le voile, sur le hijab, etc. Chez les Britanniques et les Anglo-Saxons, on fait coexister des communautés dans un espèce de, si vous voulez, avec un interstitiel minimum. Bon, les Anglais avaient donc laissé se constituer à Londres ce qu'on a appelé le Londonistan, c'est-à-dire des quartiers totalement islamisés, avec des téléprédicateurs qui avaient le statut de réfugiés politiques, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'ils étaient menacés de la peine de mort dans les pays où ils avaient parfois commis des actes terroristes. Et donc vous aviez en Angleterre, effectivement, ce quartier qui tournait autour de la mosquée de Wilton Park. Vous aviez des gens qui vous tenaient, moi j'y suis assisté pendant des trucs, vous savez, sur Hyde Park Corner, le dimanche, vous avez des mecs qui viennent, tous ceux qui ont quelque chose à dire, ils prennent une caisse, ils montent debout et puis ils commencent à raconter ce qu'ils veulent. Bon. Et là, j'ai donc assisté à ces prêches de ces fameux types du Londonistan, avant les attentats, hein, dans lequel, effectivement, ils expliquaient que l'islam triompherait, que l'Angleterre est un pays de mécréants, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Bon. Les Anglais étaient cyniques, c'est-à-dire qu'ils se disaient « oui, mais ça nous permet de les surveiller ». Ils les ont si bien surveillés qu'il y a eu les attentats de 2004, et tout à coup, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne les surveillaient pas du tout, qu'au contraire, ces gens faisaient un prosélytisme terrible, ils ont brutalement dissous le Londonistan. C'est-à-dire qu'ils ont négocié avec tous les pays dont venaient ces prédicateurs, Abou Qatada, Abou Hamza, etc., en leur disant « on vous renvoie chez vous, on a discuté avec le pays, vous ne serez pas condamnés à mort ». Vous voyez combien on a changé de posture. On les protégeait parce qu'ils étaient menacés de la peine de mort, on les renvoie en disant « on est sûr que vous ne serez pas condamnés à mort ». On s'en a négocié là-dessus. C'est-à-dire que vous voyez bien que la notion de réfugié politique est une notion qui s'est totalement transformée, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que dans l'avant-guerre, tous les États occidentaux avaient refusé d'accueillir les apatrides juifs, les juifs déclarés apatrides par Hitler. Vous vous souvenez, cette époque terrible où justement on était en plein antisémitisme occidental et on se dit non, ces gens-là, ils ne sont pas de chez nous, etc. Donc après-guerre, après la Shoah,
on a mis en place les grandes conventions internationales sur le droit d'asile. Et donc le droit des réfugiés quand un individu est menacé. Bon. Mais dans une première jurisprudence, notamment dans les années 60, on accueillait les réfusniks, c'est-à-dire on accueillait des gens qui étaient des défenseurs des libertés, des défenseurs de la démocratie, qui étaient persécutés dans les pays communistes. À partir des années 80, le système se pervertit, c'est-à-dire qu'on n'accueille plus quelqu'un parce qu'il est défenseur des libertés publiques, on l'accueille parce qu'il risque la peine de mort. Et donc vous avez eu cette conséquence que je vous exposais, c'est-à-dire le londonistan, et c'est un peu le même problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, rappelez-vous que si on ne touche pas au droit justement du droit d'asile, en considérant que quelqu'un a à fournir la preuve qu'il veut s'intégrer dans une société démocratique, avec la liberté de parole, liberté de critique, etc., on se retrouve avec des quartiers salafisés, dans lesquels, effectivement, on a un discours de la victimisation, encore une fois, tiré de la colonisation, de tout ce qu'on veut, etc., mais qui est une espèce de perversion d'un droit qui était normalement pas prévu pour ça. Deuxième question, si vous voulez, qui avait été ouverte par Hollande, encore une fois, dans ces époques postérieures aux événements de 2015. Hollande met sur la table la question de la déchéance de nationalité. Déchéance de nationalité qui, évidemment, ne s'applique qu'aux binationaux. Justement, dans les conventions sur la nationalité, il est interdit de créer des apatrides. Bon, vous voyez que les Birmans sont carrément assis dessus, de toute façon, mais ça, c'est pas un problème. Donc, le débat va rapidement se pervertir, puisque la déchéance de nationalité existe déjà dans le Code civil. Article 25, quand vous avez trafic de drogue, vous pouvez être déchu de votre nationalité. Donc Hollande pouvait très bien choisir de le faire par voie législative, en décidant, on va faire un article 26 qui, pour le cas de terrorisme, etc. Ça existe également pour des gens qui ont pris les armes contre l'armée française, c'est-à-dire qu'on a le droit dans les déchoir de la nationalité. Mais pour le terrorisme, avec la façon dont il a mené le débat, on n'aurait plus le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce débat qui avait été posé, encore une fois, dans les mois des attentats de 2015, c'était une question juste. Qu'on retrouve aujourd'hui, vous voyez, avec le problème des expulsés que les pays ne peuvent pas récupérer, c'est-à-dire que les démocraties se sont totalement désarmées elles-mêmes, si vous voulez, dans toute leur politique de lutte contre la radicalisation. Alors j'ai été auditionné par la Commission consultative des droits de l'homme, vous savez qu'il y a cette commission qui siège auprès du Premier ministre, parce que j'avais écrit un rapport en 2014 sur quelle politique de contre-radicalisation. Et ils me disent, vous êtes le seul à avoir écrit un rapport sur le sujet. Je leur dis, non, c'est pas vrai, il y a un rapport qui a été commandé à un préfet, mais il est classé secret défense, ce qui est quand même une manière étrange d'ouvrir un débat public sur un sujet grave comme celui-là. Et puis je leur dis, de toute façon, n'essayez pas de le lire, il n'y a rien dedans, je l'ai lu. Comment voulez-vous qu'un préfet critique la politique gouvernementale? Je veux dire, on veut tuer un rapport, on fait ça. Je veux dire, Et donc, je leur dis, mais moi, il y a 2 points qui sont ceux de mon rapport que je viens de vous dire, c'est-à-dire la déchéance de nationalité et le droit d'asile. Pour vous donner une idée de la perversion du discours, quand je faisais mon rapport, j'appelle le collectif contre l'islamophobie en France, vous savez, celui qui vient d'être dissous par le gouvernement, et je leur dis, voilà, je travaille sur le radicalisme, j'aimerais vous rencontrer pour pouvoir parler avec vous, etc. Je tombe sur la porte-parole, qui est une convertie, qui me dit, ah non, nous, ça ne concerne pas le radicalisme, nous seuls nous intéressent les actes islamophobes. Mais attendez, quand il y a des attentats comme Mera, les frères Nemouche, etc., les frères Mera, Nemouche, etc., vous devez évidemment avoir une position publique. Non, 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 nous seuls nous intéressent les actes islamophobes. Alors je dis, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Là, il y a eu un grand silence quand je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, mais le jour où vous avez un musulman intégriste et un juif radical qui se tape sur la gueule, comment faites-vous? C'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie? Et je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation extraordinaire où le renversement de la charge de la preuve, c'est la démocratie qui doit la fournir. Et donc, les 2 points dont je vous parle, si vous voulez, sont des points qui n'ont pas été résolus. Alors, les juges passent dans l'interstice, c'est-à-dire les juges arrivent à prononcer des mesures de déchéance ou des mesures d'expulsion, mais qui ne sont pas appliquées. Vous voyez, donc c'est le débat qu'aujourd'hui ouvre Macron avec les pays du Maghreb. Maintenant, si vous les récupérez, on coupe les visas. Donc, vous voyez, on est dans cette situation où on a, à force de droit de l'homisme, de politique droit de l'homisme, laissé totalement aller à volo, si vous voulez, des facteurs de dangerosité qui sont sur le territoire français. Et quand j'étais dans cette audition, il y a la fille d'Amnesty qui me dit mais monsieur, nous sommes opposés au débat sur la déchéance de nationalité parce que nous avons pensé aux Franco-Algériens, la guerre d'Algérie, etc. Je dis, madame, enfin d'abord, pourquoi est-ce que vous dépossédez le juge
du droit de juger en l'espèce. Vous voulez poser un veto, tandis que le juge, il peut voir dans un dossier s'il y a lieu ou pas à expulsion. Et la deuxième chose, je lui dis, mais si c'est les Algériens qui vous posent un problème, moi je vous fournis une liste de gens qui ne sont pas algériens, qui n'ont rien à faire sur le territoire français, je vous remplirai peut-être pas le Stade de France, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, il y a largement de quoi faire. La fille était scandalisée, elle me dit, mais monsieur, je ne comprends pas qu'avec les fonctions que vous avez occupées, vous ayez cette position. J'ai dit, mais c'est parce que j'ai occupé ces fonctions que j'ai cette position, c'est pas le contraire. C'est-à-dire, j'avais en face de moi des gens, si vous voulez, qui sont les gardiens du temple. C'est les vestales, vous savez, de l'Empire romain. Vous êtes là pour surtout que le feu ne s'éteigne pas. Que dehors, il y a les barbares, qu'il y ait les invasions, tout ça, ils s'en foutent. Il faut... Donc, si vous voulez, vous êtes dans cette situation où le politique est très coincé par cette image, si vous voulez, encore une fois. Hollande le dit après avoir quitté les fonctions, il dit la seule chose que je regrette, c'est d'avoir posé la question de la déchéance de nationalité. Vous savez, quand on devient président du Conseil général de la Corrèze, on passe directement à président de la République, on n'est pas vraiment formaté, si vous voulez, pour prendre des décisions graves, quoi. Très bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Avec le retour en force des religions depuis maintenant une trentaine d'années, peut-on dresser une carte géographique du délit de blasphème? Une carte de, pardon, j'ai pas entendu. Une carte géographique du délit de blasphème. Ah oui, d'accord. Ben, écoutez, votre question est d'autant plus utile qu'effectivement, on l'a bien vu avec les affaires de Charlie, une grande partie des radicaux considèrent que le blasphème est quelque chose d'inadmissible. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas la réglementation française qui fait que la religion est dans l'espace privé, et donc le blasphème n'est pas interdit dans le droit français. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ces radicaux, parmi la liste de leurs ennemis, bon, évidemment, je vous ai dit, il y a les hypocrites, les mauvais pratiquants, mais il y a aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, critiquent. Donc vous avez des cibles prioritaires qui sont les journalistes, les intellectuels, des gens qui ont des pratiques ou des gens qui demandent une autre pratique de la religion, etc. Bon. Et donc la question du blasphème vient dans ce débat-là. Alors, il y a des religions dans lesquelles le blasphème ne signifie pas grand-chose, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'hindouisme, vous avez tellement de dieux que si vous en blasphémez un, il vous en reste quelques-uns en réserve, si vous voulez. Dans le bouddhisme, encore une fois, on n'est pas dans une religion avec hiérarchie. C'est une religion, si vous voulez, c'est une philosophie religieuse, le bouddhisme. Donc l'idée du blasphème, évidemment, je n'ai jamais vu si blasphémer Bouddha était considéré comme quelque chose de condamnable. Mais ailleurs, ce sont des pare-feux démocratiques, c'est-à-dire en disant, mais la liberté religieuse n'interdit pas qu'on critique les autres religions. Donc il n'y a pas de géopolitique du blasphème, mais simplement, on voit bien que après l'affaire de Charlie Hebdo, je regardais ça ce matin, vous avez des tas de gens qui ont expliqué en gros qu'ils l'avaient bien mérité. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui, dans le champ politique et intellectuel français, des tas de gens qui sont en train d'adhérer à la philosophie de la victimisation, les explications étant les pauvres malheureux, ils sont méprisés dans cette société, il faut les comprendre, etc., etc., en oubliant que c'est un postulat de base de la République, c'est-à-dire que le blasphème n'est pas un délit. Donc, moi, je suis très inquiet, je vous avoue, sur ce que... Je suis en train de travailler là-dessus, justement, c'est-à-dire sur ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire de gens qui, comme vous l'avez vu sur la Libye, vous avez des individus qui sont capables de déclencher une opération militaire en convainquant directement le président, c'est-à-dire cette capacité de ces intellectuels médiatiques à bouleverser le débat public est quelque chose de très grave. Et vous avez dans ce champ politique des tas de gens qui sont, comment dire, prêts à expliquer, justifier, excuser, etc., des choses qui ne devraient absolument pas l'être. Voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas de carte pour répondre à votre question, mais évidemment, la question du blasphème est une question centrale dans notre société. Centrale, c'est-à-dire que je m'étonne, si vous voulez, qu'on puisse chercher des excuses quand des individus vont massacrer une rédaction d'un journal avec l'idée, ben après tout, ils l'ont bien mérité, si vous voulez, qui était en gros l'expression contre Charlie Hebdo. Là, je m'inquiète un peu, si vous voulez. Il y a une espèce de désarmement moral chez nos intellectuels qui m'inquiète beaucoup. Mais je n'ai pas de carte du blasphème, je suis désolé. Est-ce que quelqu'un voudrait le micro ? Bonjour Monsieur Conessa. Bonjour.
Vous parlez tout à l'heure du conflit justement entre l'Arabie Saoudite et les fondamentalistes Entre l'Arabie Saoudite islamistes, avec l'Égypte notamment. Quel a été l'impact de la prise de la Mecque par les fondamentalistes islamistes et justement, en plus, l'intervention étrangère, enfin, c'est quand même des mécréants qui rentrent dans la Mecque. Enfin, ça a été quoi l'impact de ça? Oui, c'est très intéressant votre question parce que effectivement l'Arabie Saoudite s'est trouvée, si vous voulez, s'est trouvée piégée par son propre système. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, 79, ce sont des élèves du grand moufti Ibn Baz qui vont attaquer la grande mosquée de la Mecque en plein pèlerinage avec une thématique, c'est le Messie est en train de revenir, d'ailleurs c'est l'un d'entre nous, ça c'était leur premier point. Deuxième point, la dynastie Saoud sont une dynastie corrompue, etc. Bon. Et ils occupent la grande mosquée. Vous savez, la grande mosquée, c'est un immense bâtiment où il y a 4 minarets, si vous voulez, donc ils avaient mis des tireurs sur les minarets. Et puis, il y a énormément de souterrains, puisque dans le pèlerinage, il y a pas mal de choses qui se passent pour aller d'un côté à l'autre, puisqu'il y a des mouvements de population qui sont très importants, si vous voulez, dans le pèlerinage. Hein, bon. Donc, le choc terrible en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'en plein pèlerinage, vous avez des gens qui disent la dynastie est une dynastie corrompue, impie, qui ne devrait pas être là, etc. Et il se trouve que ces jeunes gens sont des élèves des mecs qui étaient théoriquement là pour diffuser la bonne parole. Donc les Saoudiens vont essayer de reprendre la grande mosquée, mais enfin avec un obstacle grave, c'est quand même que c'est un lieu saint, et donc théoriquement la violence n'est pas admissible dans la grande mosquée. Alors, ils réunissent les oulémas parce qu'ils veulent obtenir l'autorisation théologique de faire intervenir la garde royale, la garde nationale. Et les oulémas, qui sont aussi forts que nos jésuites, si vous voulez, ils vont dire ces types-là prétendent que le Messie est parmi eux, parce que dans le commando, il y en avait un qui disait moi, c'est moi le Messie. Alors les oulémas vont dire ils prétendent, le prophète a effectivement annoncé qu'un jour le Messie reviendrait, mais il a annoncé que les Messies reviendraient pour combattre les régimes impies et corrompus. Or, le régime saoudien n'est ni impie ni corrompu, donc c'est pas le Messie. Donc si c'est pas le Messie, on peut lui rentrer dans le lard. Et donc ils essayent de prendre la grande mosquée, mais à cause de la disposition des lieux, si vous voulez, ils n'y arrivent pas. Et c'est là que Poniatowski, qui était notre ministre de l'Intérieur à l'époque, propose aux Saoudiens l'intervention du GIGN, qui a effectivement ce savoir-faire. Alors évidemment, se pose une question théologique, c'est que quand même, théoriquement, les non-musulmans n'ont pas le droit d'aller sur la grande mosquée. Donc on les a convertis vite fait. J'en ai parlé avec un type du GIGN, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez été circoncis avant de rentrer? Il m'a dit, non, ça on n'a pas eu le temps. Donc il se convertit. Vous savez que la conversion, c'est la déclaration la première sourate, hein, il n'y a qu'un Dieu, Mahomet est son prophète. Donc ils étaient convertis, ce qui fait qu'ils pouvaient diriger l'opération de dégagement de la grande mosquée. Et donc, l'opération va être menée avec des gaz de combat, de façon à étouffer les mecs, etc., etc. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de morts, et c'est quand même un choc terrible. Mais il se passe en décembre, ça se passe, je crois, au mois de juillet ou août, quelque chose comme ça. En décembre, vous avez l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Donc, à ce moment-là, colonie de vacances en Afghanistan. Donc, ils se sont sortis de cette période difficile, ce qui n'a rien changé au pouvoir des religieux. Ça a simplement montré que les religieux adhéraient fondamentalement à la dynastie des Saouds, que quand certains de leurs élèves franchissaient la ligne jaune, ben, effectivement, la répression pouvait aller avec leur justification. Voilà. Donc, le système n'a pas changé. Mohamed Ben Salman fait un peu figure de modernisateur. Vous savez, c'est le prince héritier qu'on a beaucoup vu au moment de l'affaire Khashoggi. Mais vous vous rendez compte que on a les preuves, grâce aux Turcs, que Khashoggi a été exécuté et dépecé dans le consulat saoudien à Istanbul. Et au fur et à mesure, les Turcs ont apporté la preuve que tout ça avait été organisé avec des gens venus exprès pour ça, etc., etc. Donc vous avez le scandale absolu. Pas de sanctions contre l'Arabie Saoudite. Alors que quand vous avez l'affaire Skripal, vous vous souvenez, c'est-à-dire ce russe d'opposition, ancien agent du KGB, qui va être empoisonné à Londres, on va prendre des mesures contre les oligarques, on va geler les avoirs russes, etc. Donc moi, je ne peux que constater, si vous voulez. Je me dis, le lobby est quand même très puissant, et on n'est pas sorti de l'auberge. Y a-t-il d'autres questions? Merci.
Moi je me présente, je suis étudiant en Master 2, donc je travaille justement sur cette question. Je suis étudiant en Master 2, en Master HCP, sur l'évolution du terrorisme islamiste de 1979 à 2019, ce qui est en plein le thème. Et moi, dans le cadre de mon Master 1 en histoire médiévale, j'ai comparé l'enfer islamique, donc Al-Jahannam, avec l'enfer chrétien. Excusez-moi, je vous entends très mal. Enlevez votre masque, personne ne vous dénoncera parce qu'on vous entend très mal. Moi, j'ai comparé dans mon Master 1 l'enfer islamique avec l'enfer chrétien. Et est-ce que pour vous, la place de l'enfer, notamment dans l'islam, est un facteur important ou minime dans la radicalisation et dans le passage à l'acte terroriste? C'est une bonne question. Moi, j'étais arrivé à la conclusion que l'enfer était mutualisé. C'est-à-dire qu'ils décrivent tous l'enfer à peu près pareil. Alors, vous les avez vus dans Tintin, c'est des petits diablotins en rouge avec des fourches. Quand vous regardez les peintures au Moyen-Âge, c'est pareil, il y a du feu, du machin, etc. Donc, la menace de l'enfer, si vous voulez, ils ont été beaucoup moins créatifs sur l'enfer que sur le paradis, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, la conviction du sacrifice, c'est plutôt motivé par la perspective d'atteindre, si vous voulez, quand même ce monde assez envieux, assez envié, si vous voulez, qui va être le paradis musulman. Mais on s'aperçoit que pour ceux qui ont pratiqué des attentats terroristes, qui ont connu ces espèces de conversions brutales, si vous voulez, d'un seul coup comme ça, alors qu'ils n'étaient même pas fichés S, etc., qui vont commettre un acte, c'est que leur formation religieuse était quasiment nulle. C'est-à-dire que on voit bien que c'est de la conversion par Internet. Il y a un discours de la victimisation, il y a l'idée de la rédemption, par exemple, se convertir tout à coup au radicalisme et commettre un acte de crime, c'est une manière de rompre avec un passé, si vous voulez, qui est un passé de délinquance, de dérive, de drogue, d'alcool, etc. Et donc tout à coup, on se refait une espèce de virginité en devenant tout à coup radical. Et après ça, avec le radicalisme, l'idée de faire payer aux autres, si vous voulez, cette perversion passée. Là où on est en droit de s'inquiéter, si vous voulez, c'est que par exemple, si vous regardez l'affaire de Madame Halimi, vous savez, cette vieille dame qui a été torturée et jetée par la fenêtre par un de ses voisins, il y a deux choses qui posent problème en termes de justice. D'abord, ce type avait été condamné 9 fois. Donc on se dit à combien, est-ce qu'à 15 il gagne un séjour gratuit? Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que la justice, on arrive à ne plus pouvoir poser de barrières, si vous voulez. Bon. Et la deuxième chose, c'est que, si vous voulez, il va passer entre les mains de 7 psychiatres. Déjà, un, c'est compliqué, mais alors 7, qui vont aboutir à la conclusion, qui va donner lieu ensuite en cassation, au fait qu'il était tellement drogué qu'il n'était pas conscient de la réalité de ses actes quand il commet le crime. Alors, je ne sais plus, j'utilise un terme que j'ai trouvé très savoureux, qui était une perte temporaire du discernement. C'est extraordinaire, ça. Perte temporaire du discernement qu'on va expliquer par la drogue. Donc, si le type s'était bourré la gueule en prenant de l'alcool, il aurait été responsable dans le droit français. La drogue, c'est pas pareil. Donc, vous avez toute la lâcheté, si vous voulez, du système français à l'égard de la drogue. Deuxième chose, si vous avez un psy qui vous dit une perte temporaire du discernement, même si vous le mettez en hôpital psychiatrique, comment vous pouvez être sûr que quand il va ressortir, il ne va pas avoir d'autres pertes temporaires du discernement? Vous voyez, je veux dire. Donc, dans cette affaire Halimi, qui a évidemment causé un énorme scandale à la fois sur la justice et sur le rôle des psys, vous avez quelque chose contre lequel cette société est totalement incapable de se défendre. Quelqu'un d'autre veut le micro? La demande. Il y a aussi Kabili Traoré, je crois qu'il était moins que ça, il a fait 6 ou 7 condamnations seulement. Alors, moi j'ai une question qui porte sur un État en particulier. Dans les cartes que vous nous avez montrées, j'ai l'impression que le sultanat d'Oman, sur tous les enjeux liés à l'islam, est un petit peu en retrait. Est-ce que ça vient du fait qu'il pratique majoritairement une branche qui est très minoritaire dans l'islam? Oui, tout à fait. Le sultanat d'Oman est un cas très particulier, en grande partie justement, parce que je ne me souviens plus qu'est-ce qu'ils sont exactement, je crois qu'ils sont khalijites, mais je ne suis pas sûr, je me souviens plus très bien, qui s'est toujours tenu à l'écart de tout.
Ils n'ont pas participé à la guerre du Golfe. Le sultan Qaboos, qui était le type qui a été régné pendant le plus longtemps, il avait cette double caractéristique d'être homosexuel et pacifiste. Donc homosexuel, à ce moment-là, c'était pas condamné dans le sultanat d'Oman, alors que je vous ai expliqué sur la pratique de lutte contre les homosexuels ailleurs. Et puis le fait qu'il n'ait jamais engagé son pays dans aucune guerre. Et évidemment, c'est d'autant plus important qu'il est face à l'Iran. Et donc, si vous voulez, il a été pendant longtemps la porte de sortie, si vous voulez, de l'Iran sous embargo. Donc oui, le cas d'Oman est un cas très intéressant, mais enfin c'est un pays qui a été longtemps fermé quand même, qui ne cherchait pas spécialement à attirer le tourisme. C'est un pays magnifique, Oman. C'est une zone montagneuse, c'est absolument prodigieux, mais allez expliquer pourquoi dès que vous franchissez la frontière, vous êtes chez les dingues, et puis quand vous êtes là, vous êtes avec des gens qui voient le monde avec des yeux paisibles. Donc si vous avez l'occasion, allez à Oman. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est encore moi. En octobre 2019, je vous avais écouté dans une émission. Vous faisiez le constat que le Quai d'Orsay était gangréné par les néoconservateurs, ce qui n'est effectivement pas sans conséquence sur nos relations avec l'islam, dans la mesure où on est complètement aligné sur la politique américaine, quoi. Si vous voulez, votre question est d'autant plus intéressante que moi j'ai beaucoup travaillé avec eux, puisque j'ai passé pas mal d'années dans les questions stratégiques officielles, si vous voulez. Bon. Les néoconservateurs, ce qui les caractérise, ce n'est pas leur rapport à l'islam, c'est leur rapport aux États-Unis. Et oui, mais justement, ça veut dire que ce n'est même pas une politique volontariste, si vous voulez, c'est une politique suiviste. Rappelez-vous que quand Chirac décide de ne pas aller en Irak, et Dieu sait qu'il avait raison, les deux successeurs, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient de droite que Sarkozy, ils vont essayer de rattraper la bévue de Chirac. Bon. Et ces gens-là qui sont dans les structures officielles sont des néoconservateurs parce que, encore une fois, la seule chose qui leur importe, c'est de garder à l'égard des États-Unis des relations particulières. Bon. Et donc, moi j'ai un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est que les trois personnes que je connais personnellement et qui ont été les plus significatives sur ce sujet, c'était Bruno Tertrais, Thérèse Delpech et Alexandre Adler. Ils écrivent tous les trois un bouquin, alors qu'on est en pleine négociation sur le nucléaire avec l'Iran, pour expliquer que l'accord ne sera pas signé. Donc de chance, il est signé 6 mois après la publication des bouquins. Bon. Donc vous voyez bien comment on pèse sur une décision, en disant mais moi je connais le sujet, etc. Alors il y a un personnage qui est très intéressant, qui est Alexandre Adler. Alexandre Adler, parce que c'est une espèce de personnalité qu'on voit beaucoup dans les médias. Il a une caractéristique, c'est qu'il explique toujours qu'il tient ses informations des services de renseignement. Alors vous avez des phrases du genre « cette région du monde dans laquelle les services pakistanais sont très actifs ». Vous n'avez jamais un mec dans la salle qui va dire « excusez-moi, je suis le porte-parole des services de renseignement pakistanais, vous racontez n'importe quoi ». Mais ça donne une espèce d'apparence de sérieux. Vous voyez, donc on dit « ah ouais, lui il a des sources de renseignement ». C'est faux. C'est faux. La première réunion, quand on a créé la délégation aux affaires stratégiques, on a trouvé Adler dans les murs, parce qu'il avait été recruté par l'ancienne structure, bref. On fait une réunion sur la Turquie, déjà à l'époque, bon bref. Et donc, Adler, vous savez, c'est un conteur, Adler, vous lui donnez la parole, il vous tient 3 heures sans aucune difficulté, et en plus, il est fascinant. Donc, il nous dit, oui, mais en fait, l'instruction du KGB du 12 mai 1963, quand vous la recoupez avec celle du 15 août, je dis, putain, ce mec, qu'est-ce qu'il sait sur le sujet? Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis, mais vous les avez, ces instructions, c'est intéressant ce qu'il raconte. Il me dit, non, il invente. Froidement. Donc, vous avez un personnage, si vous voulez, qui occupe une fonction médiatique importante quand même. Il avait des émissions sur France Culture, etc., qui est un imposteur. Et donc, quand vous avez à l'intérieur du système, par exemple, Thérèse Delpech, qui était une spécialiste du nucléaire, elle était directrice des relations internationales du CEA, du Commissariat de l'énergie atomique. Donc, on la connaissait assez bien, puisqu'on la voyait souvent, si vous voulez, sur des questions nucléaires, etc. Mais quand commence le 11 septembre, d'abord avec la disparition de l'URSS, le nucléaire rétrograde, si vous voulez, bon, comme les soviétologues. Mais quand vous avez le 11 septembre, comment se revaloriser quand vous êtes un spécialiste du nucléaire? Donc, elle se fait confier par le collège de l'UEO une étude sur le terrorisme nucléaire. Vous voyez comment on fait la jonction? Or, vous savez très bien que le terrorisme nucléaire, c'est pas simple du tout.
C'est pas simple du tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer même une bombe sale que vous allez mettre dans le métro. Il faut arriver à produire du déchet nucléaire, il faut le mettre dans des containers qui vous permettent de le porter sans que le type qui le porte soit contaminé et meure avant d'arriver à la station de métro. Enfin, je veux dire, c'est d'une complexité absolue. Quand on est dans ce genre d'imposture, c'est-à-dire il faut se raccrocher parce qu'on est spécialiste, il faut absolument qu'on me pose la question, je veux dire, les néoconservateurs français l'ont fait très très souvent, ça. L'attaque IA. C'est pas grave qu'on mente puisque c'est pour la bonne cause. Bush le dit une fois d'ailleurs. Après que la campagne d'Irak soit terminée, qu'on n'ait pas trouvé finalement d'armes de destruction massive en Irak, il y a un journaliste qui, hors antenne, lui dit « Mais enfin, finalement, il n'avait pas. » Et Bush lui dit « Oui, mais après tout, c'est pas grave, il était quand même dangereux. » Il y a un épisode aussi, pardon, excusez-moi, je reviens sur un autre truc qui m'a beaucoup frappé aussi. Donc, quand il y a la guerre du Koweït, donc quand il y a cette campagne aérienne qui va durer 120 heures, hein, pas plus, qui va aboutir à la victoire absolue. Une équipe de télévision américaine circulait dans les territoires du Koweït où il y avait eu des soldats irakiens tués, etc. Et c'était un journaliste qui visitait avec un caméraman. Et donc il voit sur la route des cadavres de soldats irakiens avec des chiens en train de les bouffer, un chien qui s'éloigne avec un bras arraché à un cadavre, etc., etc. Il dit à son caméraman « Mais tu filmes pas ça ?» Il dit « Mais attends, ça va pas, non? Tu veux pas que je filme ça? Tu veux qu'aux États-Unis... tout à coup, on se rend compte que c'était une sale guerre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle couvrir une guerre, c'est pas montrer la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous la montrez, la guerre, vous vous rendez compte que c'est une saloperie. Tandis que si vous êtes installé que c'est une guerre juste, et que, évidemment, les cadavres qui sont 5000 mètres plus bas, vous ne les voyez pas, ben, ma foi, pourquoi ne se refuser une bonne guerre? Ça m'a beaucoup frappé, cet épisode, parce que ce type disait une vérité fondamentale. On ne voit jamais un cadavre exploser avec les entrailles qui sortent et des chiens qui bouffent les entrailles. Pourtant, c'est ça la guerre. Là-bas, il y a une question. On a eu plusieurs phases de radicalisme religieux, de djihad contre à la fois les soviétiques, à la fois on a eu un retour de l'anti-américanisme qui était assez puissant. Est-ce que l'implantation de la Chine en Afrique va créer, selon vous, une phase de radicalisme religieux contre les Chinois, qui ont une politique extrêmement répressive à la fois contre les Ouïghours et qui aujourd'hui, évidemment, tentent d'intervenir dans plusieurs pays africains? Est-ce que ça va créer, selon vous, donc une phase de radicalisme anti-chinois dans le djihad? Excusez-moi, j'entends très très mal. Votre question concerne la Chine, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que, justement, l'implantation de la Chine aujourd'hui en Afrique va créer une vague de djihad anti-chinois? C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que, d'abord, pourquoi est-ce que la Chine est un ennemi? Vous pouvez me fournir des explications rationnelles sur le fait que tout le monde considère que la Chine, aujourd'hui, les routes de la soie, c'est menaçant, la Chine en Afrique, etc. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi, tout à coup, on s'inquiète tant sur la Chine? Étant donné les résultats de ce qu'on a fait en Afrique, je veux dire, on est mal placé pour critiquer l'action des Chinois en Afrique, hein, quand même, dans l'ensemble. Il faut être un peu honnête. Bon. Regardez le cas de la fabrication de l'ennemi chinois. Vous savez, au XIXe siècle, un des rares territoires qui n'avait pas été réparti entre les puissances coloniales, c'était la Chine. Donc, si vous voulez, les Allemands n'ont plus que ça à se mettre sous la dent, donc ils vont effectivement, pour qu'on leur laisse une petite place, expliquer que la Chine est un danger. C'est Guillaume II qui explique le péril jaune. Bon. Le péril jaune, c'est les Chinois sont 400 millions, donc ils ne vont pas tarder à déborder, ils vont venir nous envahir, etc. Ils étaient 400 millions seulement à l'époque, vous voyez. Donc, et donc, vous allez avoir toute une thématique qui va se répandre sur le fait qu'effectivement, il faut mieux canaliser la Chine, etc. etc. Bon. Dans les concessions, je ne sais pas si vous avez vu les 55 jours de Pékin, le film, parce que les Américains sont très forts pour les bons films comme ça. Enfin, en gros, les 55 jours de Pékin, c'est la révolte des boxers contre un dépeçage de leur territoire par des territoires dans lesquels ils n'avaient plus aucune autorité. Après décolonisation, on pourrait considérer qu'effectivement, c'était un peu légitime. Enfin, peu importe. Donc, les Chinois ont donc été une nation colonisée, puis ensuite envahie par les Japonais, et qui finalement ne s'est libérée qu'en 1949,
par un régime, si vous voulez, qui effectivement, vous le connaissez, qui est un régime qui n'est pas du tout sympathique, mais qui en tout cas représentait et identifiait le nationalisme chinois. Bon. Depuis 1949, la Chine a fait 3 guerres. Ils ont fait une guerre avec l'Inde, ils ont fait une guerre avec le Pakistan, 2 guerres avec le Pakistan, bon. Et ça s'arrête là. Vous dites, mais attendez, combien on en a fait, nous, des guerres depuis 1945? Depuis 1991, on a fait 4 guerres et on a fait une 50aine d'interventions militaires. Donc, si vous voulez considérer que la Chine est une menace, c'est quand même une construction audacieuse. Bon. Ce qui nous déstabilise, effectivement, c'est le fait que tout à coup, cet acteur-là devient un acteur politique important, et en particulier commercial, mais c'est nous qui l'avons voulu, cette exportation de nos usines en Chine, pour avoir de la main-d'œuvre. Donc, si vous voulez, ce qui s'est fait dans ce processus de mondialisation, c'était fait par des gens, effectivement, qui cherchaient à gagner de l'argent, mais alors penser aux ouvriers français, ce n'était pas du tout leur problème. Bon. Et donc, arriver à diaboliser la Chine, ça reste toujours mieux que d'excuser, si vous voulez, ces décisions qui avaient été prises en d'autres temps. Les Américains commencent à considérer que la Chine est un problème dans les années 92-93. Il faut trouver un substitut à l'URSS, quand même. L'URSS s'est décomposée. Ces cercles stratégiques auxquels j'ai appartenu, si vous voulez, si vous n'avez plus d'ennemis, je veux dire, c'est le chômage technique. Donc là, le clash des civilisations, l'invention d'Huntington, c'était d'expliquer que la Chine, l'Asie et puis le monde arabe, c'était les menaces, c'était les risques. D'autres qui vous expliquaient avec Fukuyama que, effectivement, c'était fini, c'était maintenant la triomphe de la démocratie de marché. Mais le bouquin d'Huntington a été traduit en 35 langues différentes. Alors, quand vous êtes musulman et que vous lisez Huntington, vous dites, attendez, c'est quand même pas nous qui avons fait la colonisation, et les Chinois, etc. Ça fait partie du lot. Les Chinois sont une menace. Mais encore une fois, qui tient ce discours et pourquoi? Moi, je dis, si c'est pour valoriser ce qu'on a fait en Afrique, je veux dire, on ferait mieux de leur donner des conseils que de leur critiquer et critiquer leur venue. Les routes de la soie. Vous avez compris ce que c'était, les routes de la soie, vous? Moi, j'entends beaucoup dire que c'est une menace. Je veux dire, en quoi, de fait de construire des routes commerciales, ce n'est pas des routes de conquête. Ils n'ont pas l'intention de coloniser les territoires où ils vont. Donc, pourquoi cette fabrication de l'ennemi, sujet sur lequel j'ai consacré un bouquin, encore une fois, c'est de se dire, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un ennemi, c'est sûr que ça fait serrer dans les rangs, ça fournit du travail aux analystes, etc. Mais c'est parfois totalement irrationnel. Vous savez, par exemple, en 91, donc, vous avez évidemment Huntington qui va occuper tout le paysage, mais nous aussi, Européens, on se cherche quand même un ennemi, quand même, parce que l'URSS ayant disparu, il faut s'en trouver un. Bon. Et on invente un truc qui s'appelle la menace sud, en disant, oui, mais attendez, maintenant, la menace, c'est plus à l'est, c'est au sud. Alors on dit, ben, on va proposer aux pays du Maghreb des traités comme celui sur les forces conventionnelles en Europe, puisque vous savez que le traité avec les Russes, ça consistait à faire réduire la quantité d'armement et d'armées, si vous voulez, simultanément. Bon. Et finalement, ça aboutit à ces accords de paix et de désarmement. Donc on s'est dit, ben, on va faire la même chose avec les pays du Sud, puisque après tout, ces gens-là, ils nous menacent. Alors les pays du Sud à qui on a proposé la chose, ils ont dit, ouais, c'est intéressant votre truc là. Mais simplement, vous avez une supériorité militaire telle qu'il faudrait mieux que vous commenciez à désarmer pour qu'on commence à négocier sérieusement. Alors on a dit, non, non, attendez, vous n'avez pas compris. Non, non. Et donc du coup, on a laissé tomber la menace sud, on n'en parle plus maintenant. Vous voyez comment on invente une menace? Il faut se trouver du boulot. C'est cynique ce que je vous dis, mais je l'ai vécu de l'intérieur. Je ne veux pas vous décourager hein, quand même, rassurez-vous. Y a-t-il une autre question, une autre remarque? Moi, j'en ai 3 rapides. Enfin, ça dépend. Comment est-ce que vous voyez la gestion de ces questions-là par le personnel politique de premier plan, avec d'un côté une obsession pour l'islam et une négation de tous les autres radicalismes, et de l'autre côté une négation de toutes les montées du religieux et donc des radicalismes? Attendez, j'ai pas bien compris la question. Comment est-ce que je vois, pardon, Comment est-ce que vous voyez la gestion de cette question du montée du religieux et des radicalismes par le personnel politique? Je le vois malheureusement assez mal, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur du champ du politique, on est sur quelque chose qui est... si vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas de droit sur cette terre. Donc je vois assez mal, si vous voulez, ce qu'on est en train de vivre.
Et c'est uniquement si on fait un champ large, si vous voulez, encore une fois, si on inclut l'Inde, si on inclut la Birmanie, si on inclut des choses comme ça, qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un phénomène qui est de nature planétaire. Donc, je n'ai pas plus d'aménité à l'égard des néo-évangéliques américains qu'à l'égard des salafistes, mais ce sursaut, si vous voulez, de la laïcité, vous savez, les Américains ont très mal vécu l'affaire de Charlie Hebdo. Ils disent, mais enfin, c'est scandaleux de parler des religions comme ça. C'est un de nos principaux alliés qui considère que le blasphème est inadmissible. Je me dis, oui. Donc, je suis assez inquiet, ouais. Vous avez parlé d'Alexandre Adler. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique aussi de cette question-là? Aussi bien de la question du radicalisme religieux et de la religion aussi en général. Effectivement, d'abord, il y avait un rapport de Régis Debray sur le fait religieux, c'est-à-dire qu'il disait, mais il faut enseigner le fait religieux dans les écoles, parce qu'il faut que les gens sachent qu'il y a d'autres religions, il faut qu'ils sachent quelle est l'histoire de leur propre religion, et pas la laisser aux écoles coraniques, aux écoles juives, etc. Il faut qu'il y ait une espèce d'enseignement républicain de la religion, mais c'est ce que je vous disais à propos de la préface de Védrine, il disait, mais nous, on s'en est désintéressé parce qu'on est laïque. Et en fait, c'est pas parce qu'on est laïque que les autres le sont. Et donc, il y a eu un manque de la République qui fait qu'effectivement, l'école publique n'a pas été en mesure, si vous voulez, de faire face, en particulier vis-à-vis des enfants, avec des enfants qui sont déjà formés et qui disent « mais vous n'avez pas le droit de parler, c'est pas votre religion, etc. etc. » Donc des réactions, si vous voulez, qui sont contraires au principe de l'école républicaine. Donc, je ne sais pas, mais c'est peut-être que je suis pessimiste inutilement, je ne sais pas. Et la dernière, quel livre pourriez-vous conseiller sur ce sujet-là ou d'autres? Les miens. À part ça, vous avez d'autres questions? Une dernière, comment bien s'informer? Écoutez, d'abord, vous êtes jeune, et d'abord, voyagez. C'est un peu idiot ce que je vous dis, mais en même temps, ce n'est qu'en voyant, si vous voulez, des pays, en les sentant vivre, même avec des démarches qui sont très superficielles. Moi, je suis allé en Afghanistan avant l'invasion soviétique. Quand vous êtes en Afghanistan et que vous mesurez ce qui est déjà ce radicalisme religieux de l'Afghanistan, c'est-à-dire c'est un pays qui est profondément musulman et qui en plus est un pays d'obscurantistes. Bon. Vous vous rendez compte que quand vous allez raconter que l'invasion américaine est justifiée pour libérer les femmes afghanes, ciel, de quoi parle-t-il? Vous savez très bien qu'un Afghan à qui vous expliquez qu'on va libérer sa femme et sa fille, vous allez en faire un taliban. De quoi vous vous mêlez? Quelle est votre légitimité à venir nous expliquer comment doivent être traitées nos femmes? Vous voyez cette espèce de transposition de nos valeurs, mais par la méthode la plus stupide qui soit, c'est-à-dire la guerre. Parce que quand effectivement l'intervention s'essouffle et qu'on n'y arrive pas, que ces cons d'Afghans y résistent alors qu'on leur veut que leur bien, vous trouvez des causes qui évidemment motivent votre opinion publique, pas la leur, votre opinion publique. Donc on invente cette cause d'aller libérer les femmes afghanes. Il y a une déclaration de Bush qui dit « ça y est, la femme afghane est libre ». Quand vous avez effectivement des hommes politiques qui travaillent aussi peu sur la nature des pays dans lesquels ils vont déclencher une opération militaire, il y a de quoi se désespérer. Voilà, donc c'est... Je suis peut-être trop pessimiste, j'en sais rien. Merci, Pierre Conessa. Et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des livres et les faire dédicacer. Regardez la montre pour le train, moi je ne connais pas le... Non, on est encore dans les temps. C'est bon? Ok, quand vous voulez. Merci. Donc, si